Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être arrivés. Il y a encore quelques personnes qui ne sont pas avec nous. Ils vont finir par arriver. Bonjour à tout le monde qui vient d'arriver. Je laisse la parole maintenant à Hélène qui va introduire la journée qu'on s'apprête à vivre ensemble. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette journée de partage de connaissances sur le logement locatif et les personnes vieillissantes. Mon nom est Hélène Bélanger, je suis professeure au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM et je suis aussi membre du collectif de recherche et d'action sur l'habitat, le CRASH. Je suis responsable du projet Le logement locatif privé, facteur d'exclusion socio-territoriale des personnes aînées, dans lequel s'inscrit cette activité pour laquelle on va partager ces connaissances aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais souligner que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je vais maintenant prendre mes prochaines minutes pour vous présenter très brièvement les objectifs du projet, qui est plus général sur le logement locatif privé, l'équipe de recherche, les partenaires et collaborateurs. Et par la suite, je vais céder la parole au coordonnateur du projet, Julien, qui est aussi l'organisateur de cette journée, et j'aimerais le remercier de nous avoir réunis aujourd'hui pour cette discussion qui s'annonce conversation qui s'annonce très intéressante et très riche. Et il va agir à titre de maître de cérémonie et présentateur tout au long de cette journée-là. Donc, le projet, le logement locatif privé, facteur d'exclusion socio-territoriale des personnes aînées, porte sur l'exclusion socio-territoriale et les dynamiques de marginalisation qui sont vécues par les personnes âgées. Dans le cadre de notre projet, on calcule les personnes âgées de 65 ans et plus. Dans le logement locatif privé de type régulier, donc on exclut les RPA dans le cas de ce projet-là. Et ça dans 3 types de collectivités, c'est-à-dire un quartier central de Montréal, qui est le quartier La Petite-Patrie, une banlieue proche, c'est-à-dire Longueuil, qui est en croissance et en transformation rapide, et un centre régional, qui est aussi une ville moyenne, qui est Saint-Jérôme, et qui est pas si loin qui est maintenant inclus dans la région métropolitaine de Montréal. Et ce projet bénéficie d'une subvention du Fonds québécois Société et Culture dans le cadre du projet qu'on appelle Action concertée. Et ce programme vise plus particulièrement à produire des connaissances sur des questions spécifiques, sur des enjeux spécifiques, afin d'éclairer les politiques publiques. Et ce projet a été financé dans le cadre d'un appel à projet qui s'intitule, qui est sur l'exclusion des personnes âgées. Et on a 4 partenaires institutionnels de cette action concertée, dont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Société d'habitation du Québec. Pour ce qui est de ce projet de recherche qui a débuté il y a maintenant 2 bonnes années, et les résultats qui vont être discutés aujourd'hui, c'est le produit, ça c'est encore... voilà. C'est le fruit d'un travail collectif et on est une équipe de 8 co-chercheurs et co-chercheuses dont vous voyez les noms ici. Bon, mis à part moi, il y a Violaine Jolivet de l'Université de Montréal qui ne pouvait pas venir pour des raisons... Plusieurs parmi vous avaient dû gérer les problèmes avec les grèves. Megan Joy de l'Université Concordia, Martin Gallier de l'UQAM et Louis Gaudreau de l'UQAM qui sont actuellement en assemblée générale extraordinaire à l'UQAM. Renaud Goyer de l'Université de Montréal et de l'UQAM, on pourrait dire. Isabelle Marchand de l'UQO et Julien Simard, qui est aussi de l'UQAM. Et on a parmi nous aussi dans l'équipe une bonne douzaine d'assistants et assistantes de recherche dont vous voyez la liste, et 3 partenaires ou collaborateurs du milieu, que sont le Comité logement de la Petite-Patrie, le Comité logement Rive-Sud et la table de concertation des aînés des Laurentides. On salue d'ailleurs le Comité logement Rive-Sud qui est venu, qui a traversé le fleuve. Dans le froid, oui, dans le froid et dans le trafic. Oui, ça devait être assez... ouais. Bon, dans le projet, si je reviens au projet comme tel, nous, on s'intéresse vraiment spécifiquement à l'exclusion des personnes aînées
et l'exclusion qui est induite par la précarité résidentielle, ce qui nous permet en fait d'examiner des situations de mobilité forcée, donc soit des expulsions, des évictions, des déménagements forcés ou encore d'immobilité forcée, donc des gens qui aimeraient déménager mais qui ne peuvent pas déménager. Ça nous permet d'examiner aussi l'insécurité résidentielle qui est réelle ou perçue chez les personnes aînées et insécurité résidentielle qui peuvent être liées à des dynamiques de gentrification. On peut penser par exemple à Petite Patrie, de spéculation immobilière qu'on retrouve dans les 3 territoires. Et la précarité résidentielle qui est étudiée spécifiquement dans le cas du logement locatif privé, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Et ça, dans un contexte où on a plusieurs programmes et politiques qui visent à faciliter le vieillir chez soi et des mesures en habitation qui ne permettent pas de réduire de façon significative les inégalités et l'exclusion des personnes aînées dans le logement locatif privé. Donc, la recherche est encadrée par 4 questions. La première sur la portée et les limites des moyens mis en œuvre à différentes échelles pour lutter contre cette précarité résidentielle chez les aînés. Donc, on va déjà entendre les premiers résultats, notamment sur l'article 1959.1 et sa mise en application durant les dernières années, et également, je pensais que ça avait encore, que le projecteur avait encore lâché, et également une brève présentation sur le dernier plan MADA. Et la deuxième question sur l'insécurité d'occupation vécue par les ménages aînés locataires et les caractéristiques de cette insécurité, qui va faire aussi l'objet d'une présentation, et les tactiques face à cette insécurité qu'on va pas vraiment aborder dans le cadre de la présentation ou des présentations d'aujourd'hui, qui font plutôt partie des prochaines étapes de la recherche. Donc, les présentations vont porter sur les 3 premières questions et j'aimerais bien souligner que l'activité d'aujourd'hui vise à partager les connaissances, mais aussi à avoir votre point de vue, selon votre expérience, expertise, champ d'intérêt sur les résultats qu'on va vous présenter, parce qu'on en est à ce qu'on appelle un premier niveau d'analyse. Donc, on veut avoir différents regards sur les données on va vous présenter aujourd'hui pour nous aider à réfléchir finalement sur ces données-là, sur les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent. Et ça va nous aider également à réfléchir à tout ça pour la production d'un rapport final qui va être soumis au FRQSC au mois de septembre prochain. Donc, les objectifs du projet, on poursuit 3 grands objectifs qui correspondent grosso modo aux 3 grandes étapes qui ne sont pas exclusives l'une et l'autre, les unes des autres. Donc, le premier, c'est d'identifier les mécanismes institutionnels qui visent à contrecarrer les dynamiques d'exclusion socio-territoriale et de marginalisation qui sont vécues par les personnes aînées dans les différents types de communautés dans le logement locatif privé régulier, de comprendre l'expérience sociale et les épreuves vécues par les locataires vieillissants dans ces différents types de communautés et de décrire les actions des acteurs communautaires qui soutiennent les locataires vieillissants qui vivent une situation d'insécurité territoriale ou d'exclusion territoriale ou d'insécurité résidentielle. Donc, évidemment, vous le savez, le logement, c'est un bien qui est complexe. Et dans le logement, quand on parle de logement, on parle souvent de rapports sociaux inégalitaires qui sont liés, entre autres, à ce qu'on appelle l'économie du logement, c'est-à-dire tout ce qui est finance, marché du logement, les politiques du logement qui peuvent faciliter ou non l'accès au logement. Il y a aussi les conditions économiques pour se loger, donc les capacités de payer des ménages. Et il y a aussi des questions de stigmatisation, d'exclusion spatiale et des problèmes de discrimination dans l'accès au logement. Donc, nous, théoriquement, juste pour vous cadrer un peu la présentation de certains des résultats, on s'inspire des travaux sur l'épreuve de Martuccelli et en partant de l'expérience des locataires telle que le définit notre collègue Renaud Goyer, se loger signifie donc traverser différentes épreuves qui peuvent être classées en 3 catégories. Donc, on va en reparler de ces épreuves-là. Donc, des épreuves interactionnelles, par exemple, la relation avec le propriétaire, des épreuves financières, donc la capacité de payer, entre autres, et spatiales, soit la capacité de construire un chez-soi, mais aussi les conditions physiques du logement et les conditions de salubrité, évidemment. Et on peut voir que différentes approches, différents outils ou différentes façons d'aborder les questions ont été utilisées et sont encore utilisées tout au long de cette recherche. On a une approche, vraiment qualitative. Ça ne veut pas dire qu'on ne dénombre pas. Donc, on peut présenter aussi des chiffres, mais ce n'est pas une enquête quantitative qui est
faites en fait dans le cadre de cette recherche-là. Donc, on parle vraiment recherche documentaire, on parle aussi d'entretien semi-dirigé, groupe de discussion, etc., etc. Donc là, maintenant, je vous ai un peu donné les grandes lignes du projet. On va rentrer dans le vif du sujet enfin. Donc, je vais céder la parole à mon collègue Julien qui va pouvoir animer cette journée et on va commencer la présentation et la discussion sur les résultats. Merci. Merci, Hélène. Yes. Là, c'est le projecteur nous fait des petites free games. Juste pour vous rappeler aussi, après cette présentation de données, là, moi, je vais présenter les données du terrain un petit peu. Après ça, il va y avoir Benjamin qui va rentrer dans l'article 1959.1. L'article, la loi protégeant de 2016 les locataires aînés de 70 ans et plus sous certaines conditions. Bon, toute l'analyse jurisprudentielle, ce qui est très intéressant. Parce que nous, en fait, notre métier, c'est un peu plate. Des fois, on est un peu des canaris dans la mine, mais c'est de mesurer la distance entre les politiques publiques et la réalité. Puis des fois, la réponse peut être un peu... le constat peut être un peu dur à prendre, parce que des fois, il y a une très grande distance entre les deux. Ils ne vont pas à la même vitesse, ils ne couvrent pas les mêmes enjeux. Donc, en fait, la différence entre les situations déjourées, donc juridiques, et de facto, en latin, empirique. Hein, il y a toujours un gros gap, puis vous allez le voir, comment dans le contexte du droit au logement ou des articles du Code civil, en fait, qui sont supposés protéger les locataires, comment ça s'opère. On le sait déjà qu'il y a une grande distance entre les deux. Après la pause, on va passer en petite table en arrière. On va se réunir. Vous allez vous réunir de façon informelle. Et puis, on va vous poser 3 grandes questions. Et puis, à travers vos expériences, votre approche, votre positionnement professionnel, etc., vous pouvez formuler des choses. On va essayer de prendre des notes, etc., un peu pour avoir votre input, en fait, sur tout ça. Sans évidemment écrire vos noms. Là, ça va être anonymisé. Il y aura même pas on ne retiendra pas les noms de qui a dit quoi. C'est pas ça l'important. Après ça, un petit dîner. Vous allez voir, c'est bien bon. On remercie la place commune ici dans le Parc-Ex pour le traiteur. Et à 13h, table ronde avec le comité logement Rive-Sud là-bas. Marie-Josée Dupuis, organisatrice communautaire au CIUS Centre-Sud, qui va s'en venir éventuellement. Et, non, mais je ne suis pas pressé, je le sais qu'elle s'en vient plus tard. Et Martin Blanchard du Roclac. Donc, mais dans toute la journée, même après la présentation ici, vous êtes invités à participer. Là. Le but, c'est pas juste de donner un cours aujourd'hui, c'est vraiment d'en faire quelque chose d'interactif. Mais on commence la journée quand même par... Il faut bien savoir de quoi on parle, fait que rentrons dans le vif du sujet. Alors, parfait. Donc, cette étude, moi personnellement, je travaille sur ce sujet, et si vous me voyez avec Martin, justement, Martin Blanchard, je travaille sur ce sujet depuis au moins 10-12 ans. J'ai fait ma thèse là-dessus. Ça, c'est Pierino Di Tonno. Est-ce que vous vous souvenez de Pierino? Y a-t-il des gens qui se souviennent de lui? C'est lui qui restait en haut de chez Milano. Quand le propriétaire de la fruiterie Milano voulait l'évincer, lui et ses autres voisins et voisines, pour évidemment relouer les appartements qui ont finalement passé au feu l'été d'après, curieusement. En tout cas, tout ça est arrivé très vite. La loi 1959.1, l'article du Code civil a été introduit. Mais là, Pierino est mort 1 an après parce que le propriétaire continuait de le harceler. Donc, là, c'est un exemple aussi de stress induit, de détérioration de la qualité de vie induite par du harcèlement, en fait. Mais Pierino s'est tellement battu, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était partout sur les tribunes. Il y avait un boycott qui avait été organisé par le comité logement Petite Patrie, très efficace. Bref, ça a bien contribué à faire visibiliser cet enjeu-là. Moi, c'est la première fois que je voyais, en fait, non, c'est pas vrai. C'est quand Françoise David, en 2014, a commencé à parler de l'enjeu, a déposé même l'idée d'un premier projet de loi qui, en fait, voulait s'inspirer de la loi française, la loi Mermaz, qui interdit, en fait, d'évincer des personnes âgées ou qui doit, en fait, qui force les propriétaires à les relocaliser s'ils les évincent. Et en France aussi, il y a l'interdiction d'évincer l'hiver. Bref.
il fallait renforcer le droit au logement des personnes vieillissantes et ça a pris quand même une couple d'années avant que ça devienne un enjeu visible médiatiquement, publiquement. Mais là, j'ai l'impression qu'on est rendu là. Hein? La preuve, c'est que vous êtes tous et toutes ici. Et il faut vraiment en parler. La première chose à dire sur tout ça, évidemment... bon, ça va, tu me lâches encore? Évidemment. La première chose à dire dans tout ça, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers centraux montréalais, mais aussi ailleurs au Québec, c'est évidemment la crise du logement, dont vous entendez parler continuellement. Bientôt, le projecteur va revenir. OK. Juste pour vous montrer, ça, c'est l'étude que le Reclac a faite sur Kijiji. Donc, c'est les prix du marché, OK? Les prix qui sont réofferts sur le marché, les appartements qui retournent sur le marché. Ah, Seigneur, ça va recommencer. Bon. Écoutez, je vais le dire verbalement parce que visiblement, ça ne fonctionne pas très bien. Peut-être qu'on va pouvoir le repartir. OK? Donc, les prix du marché en ce moment, là, un 4,5 à Montréal, c'est 1 615 $ en moyenne sur le marché. Et puis ça, ils ont fait une étude d'un échantillon très élevé dans Kijiji, donc des milliers et des milliers et des milliers d'appartements. Le 5,5 est à 2 000 $. Le 3,5 est à 1 292. OK? Ça, c'est le prix du marché. Donc, c'est vraiment plate, parce que j'ai vraiment un beau PowerPoint à vous présenter. Donc, le problème principal, il vient de là, en fait. Il vient de cet écart-là entre le prix du marché et le coût du logement payé par les locataires aînés qui, bon, on le sait, souvent restent depuis plus longtemps dans leur appartement. Donc, cet écart-là qu'on voit entre les deux, ça crée inévitablement ce qu'on appelle un rent gap ou un value gap en anglais. Donc, la possibilité de refermer cet écart-là, en fait, va pousser des propriétaires à se débarrasser des personnes vieillissantes, évidemment, parce qu'elles paient un loyer trop bas. Donc, c'est un frein. Hein? Quand on vend un triplex ici à 1,2 million, c'est sûr que la vente n'est pas calculée ou l'hypothèque sur le fait que le 4,5 reste à 400 ou 500 $ ou 600 $, là, parce que c'est ça les prix que les gens nous disent payer, en fait. Allez, s'il te plaît. Non. Visiblement, c'est dead. Bon, on va faire ça. Et puis ça, c'est pour vous dire aussi que l'écart entre 2022 et 2023 là, sur les loyers montréalais, c'est 14 % de hausse. L'année d'avant, c'est 8 % puis 21 à 23, c'est 21 %. Donc, évidemment, personne n'est capable de suivre ces hausses de prix-là. Et donc, les personnes âgées, en général, ne sont pas capables. Oh! Quelque chose se passe. Peut-être que quelque chose va se passer. Il y a aussi un enjeu, évidemment, avec les personnes vieillissantes dans le parc locatif privé. Ce n'est pas la seule population dite vulnérable, même si moi, j'aime pas trop ce mot-là, vulnérabilité. Parce que des fois, ça enlève l'agentivité des gens, mais quand même, il y a des facteurs de fragilisation, si on peut dire. Le premier étant, je l'ai déjà dit, être locataire de longue date. Le deuxième étant l'isolation sociale. Et grâce à la DSP, que je salue ici, on a des superbes données sur... il y a un indice d'isolement social donc, dans les quartiers centraux montréalais. Ici, à Petite-Patrie, Villeray-Parc-Ex, OK, c'est une personne aînée sur 4 qui est isolée. C'est-à-dire qu'il y a un contact ou 2 par semaine significatif, pas plus. Donc, c'est vraiment un enjeu quand on vit des problèmes de logement avec un propriétaire. D'abord, on ne sait pas ce qui se passe. Deuxièmement, on ne sait pas sur quoi s'appuyer. Troisièmement, il n'y a pas d'aide mutuelle nécessairement qui peut se mettre en place parce que les gens sont isolés par nature. Troisièmement, aussi par les recherches. On a toujours un biais parce que nous, on va chercher finalement des fois des gens qui sont un peu moins isolés parce qu'on recrute à travers des comités comme vous ou les gens à qui on parle, ils ne sont pas si isolés que ça finalement. Mais ce qui se passe pour les gens isolés, qui parlent à personne, c'est vraiment dur à savoir ce qui se passe en fait. Donc, il faut toujours garder ça en tête que ce qu'on présente aujourd'hui, oui, c'est des gens qui peuvent être isolés, mais pas autant que d'autres. Évidemment, les enjeux de santé et de disponibilité des services. On peut être pris dans un quartier central. Il y a aussi cette idée-là de l'immobilité subie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient pris et prises, surtout des femmes, dans des appartements, bien que pas très chers, mais très mal entretenus, laissés à l'abandon, parce que c'est une stratégie de rentabilisation, c'est de laisser un abandon planifié, en fait,
pour pouvoir après tout stripper, comme on dit, et repartir à neuf. Donc, s'il n'y a pas de service, si la personne est au 2e étage, etc., et donc prise sur place dans un appartement inadéquat, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner non plus. L'autre aspect, là, c'est reparti, mais inquiétez-vous pas, dépend de revenus fixes. Et puis, dans la crise de l'inflation actuelle, on sait à quel point c'est grave, dépendre de revenus fixes, parce que, bon, il y a une bonification du RRQ, mais beaucoup de femmes âgées à qui on parle n'ont pas de RRQ parce qu'ils n'ont pas cotisé, ils ont fait des petits emplois, etc., etc. Ils ont été femmes au foyer. Donc, il y a une pénalisation encore plus des femmes âgées locataires. Ils sont sous-pénalisés, en fait, parce qu'ils ont souvent des revenus de retraite très bas ou qui ne vont pas bénéficier de l'indexation, des indexations de 4 % là, qui sont annoncées. C'est pas assez pour subvenir aux besoins, mais bon. Évidemment, il y a toutes les oppressions, sexisme, agisme, racisme, capacitisme. Là. C'est sûr que ça n'affecte pas tous les gens de la même manière, mais en plus de vivre des problèmes dans leur appartement dit actuel, il y a aussi une grande discrimination dans la recherche de logement. Hein? Et puis là, les quartiers centraux sont devenus de toute façon tellement chers que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Comme si leur filtre était brisé. Bref. Il y a tellement d'appartements trop chers dans les quartiers centraux que les gens doivent s'excentrer à Longueuil, notamment, ou à l'est de Montréal, etc. On continue. J'ai-tu un retour? Oui. Combien de temps ça va rester? Je ne sais pas. Donc, comme Hélène disait tantôt, nous, on s'intéresse entre autres à la mobilité non pas choisie, évidemment, ou la stabilité résidentielle, hein, qui sont des situations plus ordinaires, si on veut, quand on pense aux personnes âgées. Il y a un peu un mythe selon lequel, bon, les aînés, c'est correct, ils ont leur maison payée, etc., mais c'est pas si vrai que ça, surtout à Montréal, où est-ce qu'il y a environ 45 % de personnes âgées qui sont locataires. Là, c'est même plus dans certains quartiers, on frôle le 60. On s'intéresse vraiment à l'incertitude résidentielle, la mobilité contrainte, l'assignation aux résidences. Je continue avant que le PowerPoint me lâche. Plusieurs formes de déplacement. Hein? Déplacement direct, déplacement indirect. Tu sais, l'expérience du logement, de la perte du chez-soi, de la dépossession, c'est pas seulement de se faire évincer, ah là tu t'en vas, blablabla. C'est aussi tout le changement des quartiers, le fait que la composition sociale change, le fait que les gens non plus leur fruiterie pas chère au coin de la rue, c'est rendu, par exemple, comme sur Jarry. Tikinis a failli fermer, tu sais. Heureusement, il n'a pas fermé, mais tu sais, c'est toute cette perte aussi de commerce abordable qui font que la vie dans un quartier devient difficile, où il y a une forme de déplacement indirect qu'on appelle, qui peut se mélanger, bien entendu, à toutes ces formes-là de déplacement direct, que sont les relocalisations forcées, les expulsions, hein. Donc, il faut garder ça en tête aussi quand on pense aux locataires vieillissants, vieillissantes. C'est pas seulement ce qui se passe dans le logement, mais c'est aussi ce qui se passe dans le quartier. Ça, je vais passer vite, là. Bon. Méthodologie, je rentre un peu plus dans les détails de ce qu'on a fait. On a fait une enquête qualitative sur 3 terrains, comme on l'a dit, Petite-Patrie, Saint-Jérôme, Longueuil. Des entrevues de type focus group avec des intervenants et intervenantes dans les 3 secteurs. Des entrevues avec les locataires âgés de 65 ans et plus dans les 3 secteurs aussi. Et ça, c'était pas évident parce que c'était la pandémie. Donc, on a fait beaucoup d'entrevues par téléphone. Mais ça s'est somme toute assez bien passé. On pense que par téléphone, des fois, c'est moins bon, mais ça nous a, je pense, donné accès aussi à des gens qui n'auraient pas nécessairement été à l'aise de nous parler. Et bref, on est rentré très vite dans le vif du sujet avec elle et eux au téléphone, mais bravo à toute l'équipe qui a fait ces entrevues-là par téléphone, parce que c'est avoir le contact, obtenir la confiance de la personne par téléphone. Des fois, c'est des situations difficiles, les gens pleurent au téléphone. C'est vraiment pas si évident que ça, hein, recueillir ces témoignages-là, parce que c'est beaucoup de violence. Hein, c'est ça qu'il faut dire. C'est beaucoup de violence. On a fait des portraits régionaux sociodémographiques. On va passer vite là-dessus, mais on va les publier éventuellement. Une analyse du foncier, une analyse de la jurisprudence de l'article 1959.1. Et puis là, on est en train d'analyser les entrevues. On a 38 répondants-répondantes âgés en tout, hein, en moyenne 73 à Saint-Jérôme, 71 Petite-Patrie et 72 à Longueuil. Des revenus oscillant entre un petit peu plus pauvres à Saint-Jérôme, comme vous pouvez voir, mais des revenus là, à 18 000, c'est pas beaucoup, hein, pour vivre en 2023 et 2024. 26 000, 24 000.
Le seuil de revenu viable calculé par l'IRIS pour Montréal, pour une personne, c'est autour de 26 000 cette année. Donc, en dessous de ça, vous êtes dans la précarité économique, inexorablement. Donc, on est pas mal sur cette frontière-là. C'est ça l'affaire, c'est que les gens ont des petits revenus, mais à cause de leur longue durée d'occupation, paient encore des loyers relativement bas au prix de l'ancien temps. Tu sais, quand c'était possible de se loger dans un 4,5 pour 600 $, bien là, c'est ça. Des coûts des loyers, on est environ autour de 600, 700, 800, hein, ce qui reste des prix relativement abordables. L'affaire, c'est que si les gens doivent quitter, c'est fini. Il n'y a aucune façon dont ils pourraient payer un 4,5 à 1 650 $. Leur revenu, c'est ça. Je veux dire, il ne reste plus rien après. C'est ça l'enjeu, l'écart, vous voyez, entre les revenus, le coût du marché, le coût du logement, des revenus fixes. Les personnes les plus vulnérables là-dedans, c'est évidemment les personnes chômeuses, les mères monoparentales, les personnes vieillissantes, les réfugiés, etc. Donc, des gens qui ne peuvent pas monter les échelons. Évidemment, les gens restaient pas mal dans des 4,5, 3,5, 2,5. Bon, rien de plus grand, là. Ça, c'est l'affiche qu'on a fait passer à quelques organisations, etc. On remercie vraiment tous les partenaires, là, notamment le Comité Logement Rive-Sud, Marco et Caroline, qui ont été super aidants et aidantes pour nous référer des gens aussi. On a été dans la rue, passé des flyers, on était dans des fêtes, on a fait des formations sur le droit au logement à Saint-Hubert, moi puis Katrina. L'équipe est allée sur le terrain pas mal. On a fait pas mal d'événements aussi là, pour rejoindre les gens dans la rue, en fait. Et on a recueilli des constats. Ça, c'est les constats des intervenants-intervenantes, OK? À Saint-Jérôme. Les milieux d'hébergement sont saturés. Mais là, il faut déplier quelque chose ici. Milieu d'hébergement et logement, c'est pas nécessairement la même chose. On s'entend, les gens, des fois, ils pensent maison des aînés, CHSLD, logement. Vous le savez tout aussi bien que moi, c'est pas des logements, c'est des lieux de soins actifs, là. On s'entend 3,5 heures et demie de soins par jour et plus. C'est de la dépendance, je veux dire, c'est des soins actifs. Donc, c'est pas la même chose. Il faut pas mélanger, mais des fois, le monde mélange, mais c'est pas grave. Les entreprises d'économie sociale, nos organismes du milieu, ils peinent à suffire à offrir des services, donc des longues listes d'attente. Hein, mais c'est aussi tout le continuum qui vient avant. Hein? Comment rester chez soi avec des soins qui ne seraient pas des soins actifs à 3,5 heures, mais genre 1 heure par semaine, un ménage pour ne pas se désorganiser. Des fois, les gens ne sont pas capables de les avoir parce que les listes d'attente sont trop élevées. Fait que là, on est à l'intersection entre services sociaux et capacité de vieillir chez soi dans un appartement potentiellement menacé. Tu as des menaces qui viennent du propriétaire, de la gentrification, mais aussi du manque de soins qui vont affecter la capacité au maintien dans les lieux. C'est ça qu'il faut. C'est ça la variable ici, c'est la capacité au maintien dans les lieux. Donc, lorsqu'ils ont besoin de s'en aller vers des ressources qui offrent un petit peu plus de services, bien, les prix sont exorbitants. Puis là, on parle de RPA, évidemment. Hein, les RPA, à Montréal, le coût moyen, un repas par jour, c'est rendu à 2 000, okay, dans la région de Montréal. Actuellement, les ressources pour héberger une personne en perte cognitive sont à peu près inexistantes, très rares. C'est un véritable problème. Donc, les gens peuvent se désorganiser dans leur appartement, avoir des problèmes d'insalubrité et, encore plus, évidemment, tomber dans la trappe de l'expulsion. Hein. Puis même au Québec, peut-être Benjamin, tu peux en parler, mais les arriérés de loyer, là, Martin travaille là-dessus aussi beaucoup. Si tu rates un loyer, ça peut aller très vite, là, l'éviction, parce que c'est une éviction avec faute. Il y a l'éviction sans faute, ça c'est les reprises et les reprises de possession, les évictions pour agrandissement, etc. Et les évictions avec faute, c'est quand le contrat locatif n'est pas respecté, quand quelqu'un, mettons, en perte cognitive, ne paye pas son loyer, mettons, OK? Mais le processus d'expulsion, après ça, peut être très rapide. Peu d'accessibilité à des logements pour les personnes aînées vulnérabilisées, évidemment. La population en itinérance vieillit, ça on le sait. Donc, elle est coincée en des hébergements d'urgence qui, d'autant plus, ne sont pas accessibles physiquement pour les gens à mobilité réduite. On les précarise beaucoup et que ça accélère leur vieillissement, évidemment, de terminer leur jour dans des hébergements d'urgence. Il y a clairement un vase communicant. Il y a la population déjà itinérante qui vieillit sur place dans la rue, si on peut dire, mais il y a aussi un vase communicant avec la crise du logement. Il est très dur à mesurer parce qu'il faudrait suivre les personnes vraiment dans toute leur trajectoire, puis il n'y a personne qui a vraiment fait ça encore. Mais on voit clairement un vase communicant entre crise du logement puis itinérance, là, c'est sûr. Quelques constats sur le terrain. Bon, les tentatives d'éviction, il y a évidemment plein de stratégies, puis c'est les mêmes pour tous les groupes d'âge. Hein.
Augmentation abusive, baux non conformes, des reprises illégales, des conversions, désolé, il y a une petite faute ici, conversion de la vocation en RPA, mais c'est pas dans le projet. Évidemment, conversion en condo, rénoviction. Là, on a une petite citation encore. Les propriétaires mettent leurs propres règles. Ils vont tellement loin que dans les derniers baux qu'on a vu passer, ils avaient leur propre baux. C'était marqué « J'accepte ou je refuse l'augmentation », alors que le bail officiel dit « Je conteste ». Puis si tu cochais « Oui, j'accepte », il n'y a aucun recours. Donc, des fois, il y a d'autres formes de documents là, qui semblent se superposer au bail ordinaire. C'est pas facile sur un site de trouver ce que tu as besoin et de trouver le formulaire nécessaire. Ces gens-là n'ont pas d'imprimante. C'est un peu compliqué. Ils reçoivent des documents et ne savent pas si c'est légal ou pas. Il y a beaucoup d'analphabétisme fonctionnel aussi au Québec. Dans un cas, c'était des documents qui n'étaient pas formulés d'une façon légale. Il y en a qui ont signé et qui vont être obligés de partir ou ils ont signé dans des conditions avec le bras tordu dans le dos. Ça, on voit ça énormément. Genre, rénoviction. Ah, OK, là, tu t'en vas, signe ce papier-là, puis tu vas pouvoir garder ton logement. Oui, mais le loyer a augmenté de 1 000 $. Santé mentale, sécurité alimentaire et itinérance. Pour contester une décision, ça vient les fragiliser encore davantage parce que, évidemment, la contestation de la décision, le poids de la contestation est sur la victime, en quelque part, dans ce régime juridique-là. Ils cherchent un logement, ils paient trop cher, fait que tout ça fait que ça vient jouer sur la santé mentale puis la fragilité. On voit souvent des gens qui vont payer des loyers beaucoup trop élevés, fait qu'on les retrouve à la distribution alimentaire après. Parce qu'évidemment, c'est un vase communicant aussi, insécurité alimentaire, coût du logement. C'est les deux choses de base, avoir un toit puis manger, on s'entend. Appauvrissement des populations. À un moment donné, nos aînés, les pauvres, vont être très, très, très pauvres et les gens modestes vont devenir pauvres. Fait qu'on est rendu à une situation qui n'est pas comique. Il faut trouver des solutions pour que les gens puissent être au moins logés et nourris adéquatement dans un climat plus sécuritaire. Donc, c'est une crise du logement difficile pour tout le monde, exacerbée avec la pandémie et avec un manque flagrant de soutien, de services, etc. Donc, on voit vraiment là, un appauvrissement d'une certaine couche de la population vieillissante. Puis, avec la démographie qui change, c'est sûr que ça va augmenter. Quelques citations de locataires. Après ça, je vais passer la parole à Benjamin. C'est terrible. Donc, la nuit, ça vous empêche de dormir, j'imagine. Oui, je suis au bord de la déprime parce qu'elle avait des problèmes d'insalubrité. Oui, parce que mes filles ne veulent pas venir à la maison chez moi. Elles ont peur. Elles veulent pas que j'aille chez elles. Elles ont peur que je leur ramène des punaises. La dernière fois, c'était mon anniversaire. Elles sont venues, on s'est vus dans la rue. À Longueuil. La propriétaire a toujours des bonnes raisons d'augmenter. Il y a 2 ans, quand j'ai eu l'augmentation d'un coût de 50 $, c'est parce qu'elle a changé le chauffe-eau. Mais ça, je veux dire, ça marche pas de même. Mais c'est bien sûr qu'un chauffe-eau au gaz est dispendieux, mais là, s'il l'a payé dans 1 an, le chauffe-eau, ça devrait rebaisser là, de 50 $. Mais ça ne baisse pas, ça augmente parce que cette année, c'est les assurances qui sont montées, puis pas cette année, l'an passé, les assurances. Cette année, c'est les taxes. Il paraît que c'est rendu terrible, ça augmente tout le temps. Mais tu sais, la régie produit des outils de calcul, mais ils sont volontaristes dans le sens que... Oui, il y a quelqu'un qui avait la main levée? OK. Mais bon, c'est ça. Donc, ça laisse, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de registre des loyers, que le propriétaire ne doive pas demander l'augmentation à un registre national, eh bien, dans la relation locative, ça ouvre la porte à toutes ces négociations-là. Cette année, c'est cher, pas mal. Ah, OK. Mais si tu ne sais pas qu'il y a un outil de calcul, puis tu ne sais pas que tu peux contester, puis même contester, c'est difficile. Bref, la fixation du loyer va être effectuée par le propriétaire. À Saint-Jérôme maintenant. À un moment donné, je l'appelle. J'ai dit, je vous appelle parce que c'est vous qui m'avez dit de vous appeler. Là, ils ventent un peu, puis on sent le froid. Donc, des appartements, des fois trop froids, mal chauffés, mal isolés, mal entretenus. Vous ne pouvez pas dire que je m'en occupe pas, ça fait 5 fois que j'y vais. Oui, mais en voulant dire que si ça fait 20 fois, c'est qu'à un moment donné, j'aimerais ça que ça soit réglé une fois pour toutes. Donc, tu sais, c'est de votre faute si vous appelez parce qu'il y a un problème. C'est tout le temps ça aussi, la logique. Là, un peu choqué, il me dit, si vous n'êtes pas contente, allez-vous-en. Ça, on l'entend tout le temps. Si vous n'êtes pas contente, allez-vous-en. Donc, c'est tout le temps ça, l'épée de Damoclès. C'est, demande-moi-en pas trop parce que je vais en faire le minimum. Puis si t'es pas contente, va-t'en. Moi, je dis pas un mot, il dit « va-t'en ». J'ai dit « vous voulez me mettre ça par écrit, vous voulez me mettre dehors ?» J'ai pas monté le ton pantoute, fait que sans doute qu'il est resté surpris parce que là, il a baissé le ton. Il a dit « ce qu'on pourrait faire, c'est casser le bail à un commun accord ». Moi, après tout ce que j'ai vécu, déménager, à y penser, je panique, je stresse, je n'ai plus d'énergie, je suis vraiment brûlé.
Donc, c'est vraiment des situations comme ça qui arrivent. Là, écoutez, je ne rentrerai pas dans les concepts des épreuves, là, mais les épreuves interactionnelles, c'est, mettons, les tensions, le harcèlement avec les propriétaires, mais on voit de tout, là. Pression à l'éviction, pression informelle, hein, parce que les propriétaires peuvent utiliser à la fois des moyens légaux et informels, comme j'appelle, c'est-à-dire couper l'eau, changer la serrure, appeler à chaque jour, rentrer n'importe quand. Menaces d'éviction, propriétaires irrespectueux, mode de vie conflictuel avec les voisins, harcèlement du représentant du propriétaire pour quitter, harcèlement du propriétaire pour faciliter les augmentations abusives. Des augmentations abusives, on en voit tout le temps, des problèmes de vermine, des travaux de rénovation, tu sais, des gens qui vont justement utiliser les rénovations pour faire partir les gens, donc rénover un appartement, mettons l'appartement voisin. La personne veut rester, elle dit non, je reste, OK, mais pendant ce temps-là, ils vont faire des rénovations à des heures qui n'ont pas de bon sens, puis pendant des mois. Donc, ça crée la volonté de quitter. Bref, on voit de tout. Et puis là, c'est ça, j'ai un bout sur municipalité et des aînés, mais je pense que je vais en parler après Benjamin. Pour entrer plus dans les politiques après. Mais bref, tout ce que je voulais dire pour finir ce portrait-là, c'est que j'ai fait un podcast récemment sur la maltraitance. Et puis, c'est drôle parce que la loi provinciale sur la maltraitance s'applique au réseau de la santé et des services sociaux, mais pas au logement, OK? Évidemment. Sauf que ce sont des situations d'abus, là, à la fois psychologiques, parfois même physiques. Et dans la maltraitance, ce qui est intéressant, c'est aussi la négligence. Hein? Dans la loi sur la maltraitance, il y a tout l'aspect de la négligence, ne pas répondre à éviter de... ne pas faire. Mais il y a beaucoup ça aussi dans la relation locative. C'est beaucoup du non-agir aussi. C'est pas juste des actions, c'est aussi beaucoup de non-action pour obtenir un départ de la personne, pour augmenter le loyer. C'est tout le temps ça, l'objectif. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Benjamin et sa présentation que je vais loader ici. On a été chanceux avec le projecteur, hein? Peut-être que la lampe n'était pas assez chaude. Et voilà, c'est à ton tour. Merci. J'étais un peu ambivalent par rapport au PowerPoint qui était visible ou non, parce que le vôtre est très beau, alors que le mien est très, très épuré. Voilà, blanc et noir. Si ça n'avait pas marché, vous auriez pu vous imaginer quelque chose d'un peu plus beau. Alors... ouvrir parce que j'ai mes notes. J'ai eu des problèmes d'imprimante ce matin. Alors, bonjour, je suis Benjamin Paré. J'ai rédigé le rapport de recherche de 2022 intitulé « Le droit au maintien dans les lieux des locataires aînés ». Et je viens vous en présenter les résultats. J'avais été mandaté par le collectif de recherche et d'action sur l'habitat, le CRASH, pour réaliser cette recherche. Et dans cette réalisation, j'ai eu le soutien du professeur Martin Gallier, qui agit comme directeur de recherche. J'ai préparé la présentation d'aujourd'hui tout seul, alors s'il devait y avoir quelques erreurs ou inexactitudes, j'en suis responsable. C'est pas lui qui m'a demandé de dire ça. Donc, comment est-ce qu'on pèse là-dessus? Ça marche? Oui. Alors, bon, comme l'indique le sous-titre du rapport que je vous présente aujourd'hui, le rapport rend compte d'une étude jurisprudentielle de l'article 1959.1 du Code civil du Québec. J'insiste sur étude jurisprudentielle parce qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'une étude de décision de la Régie du logement et de son successeur, le tribunal administratif j'ai écrit du travail dans mes notes, mais du logement. Donc, il faut bien comprendre qu'elle ne concerne que des cas de reprise ou d'éviction qui ont été judiciarisés. Donc, des cas où un propriétaire locataire ou un locataire ont saisi la régie ou le tribunal administratif du logement du dossier pour faire trancher le litige qui les opposait. Et où il y a finalement eu une décision du tribunal, donc il n'y a pas eu d'entente hors cours comme il pourrait y en avoir dans certains cas.
Donc, ce genre d'études-là, ça représente évidemment pas toute la réalité des reprises ou des évictions de personnes âgées, loin s'en faut. Moi, je ne suis pas un expert du terrain, donc mais il me semble probable que la plupart des dossiers de reprise ou d'éviction ne soient pas effectivement judiciarisés. L'étude jurisprudentielle que j'ai réalisée a néanmoins son utilité car elle permet de mieux savoir comment le droit est appliqué par les juges administratifs. En quelque sorte, une telle étude aide à savoir à quoi on peut s'attendre lorsqu'on demande au tribunal administratif du logement de trancher un litige en matière de reprise de logement ou d'éviction et qu'on invoque l'article 1959.1. Ah, ça, ouais, ça m'arrive des fois. On y est, ça marche, il n'y a pas de problème. Bon, faut le jeter. Donc, c'est ça. L'étude jurisprudentielle que j'ai réalisée a néanmoins son utilité, c'est bien, car elle permet de mieux savoir comment le droit est appliqué, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc, ici, ce sont surtout les cas limites qui sont révélateurs. Alors, c'est principalement de ceux-là que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous en faire de temps en temps une liste, là, donc vous pourrez les noter. Donc, par exemple, comme on a en l'occurrence une disposition qui est censée protéger les locataires qui ont 70 ans et plus, un cas limite, par exemple, ce serait quelqu'un qui aura 69 ans la veille de la fin de son bail ou le lendemain. Par ailleurs, si on est suffisamment exhaustif dans ce genre de recherche, et je suis convaincu de l'avoir été, ça permet de savoir le nombre de dossiers qui ont été générés par cet article-là, générés entre guillemets. S'il est souvent invoqué, avec quel succès, si le tribunal est engorgé. Je ne vais pas voler le punch, là, mais c'est pas le cas. Je pensais que le temps allait être compté parce qu'il était supposé d'avoir 2 autres présentations et je vais quand même me dépêcher, mais il paraît que je suis un peu moins pressé. Alors, mais quand même, je ne parlerai pas très longtemps de ma méthode. Là. Si vous avez accès au rapport sur le site du CRACH, là, c'est crach.ca. C'est assez facile à trouver à partir de là. C'est probablement sur la page principale. Hein. Vous pouvez aller voir aux pages 6 à 11, c'est très, très, très détaillé. Là. Si ça vous intéresse, vous allez pouvoir voir. Mais essentiellement, j'ai vidé la banque de données Canli, canlii.org, pour voir les décisions qui ont été rendues et qui comportaient les caractères, la séquence de caractères 1959.1. Donc, le seul risque que j'avais, c'est s'il y avait une faute de frappe par le juge dans l'article, ce qui est arrivé une seule fois. J'en avais un qui avait écrit 1959.9, qui est un article qui n'existe pas, et je l'ai trouvé un peu par hasard, là, mais ça m'étonnerait que ce soit monnaie courante. Donc, pour le rapport, c'est mentionné aussi là, sur la page couverture. En fait, c'est ça, c'est une photo de la page couverture du rapport. C'est ça, j'ai écrit que j'ai arrêté de chercher le 18 juin 2022. Donc, comme la loi qui a introduit cet article-là dans le Code civil a été adoptée le 10 juin 2016, mais ce sont les 6 premières années de vie de cet article-là en jurisprudence. Et puis comme ça fait quand même un petit bout de temps, là, je suis allé voir justement sur Canli, refaire un peu les mêmes méthodes que j'avais utilisées pour chercher, pour voir s'il y avait eu des mises à jour. Et parce que je craignais, je me dis d'un coup que mon rapport est devenu obsolète, mais il n'y a pas eu de révolution jurisprudentielle entre-temps. Donc, voilà. J'ai pas pu être aussi... j'étais pas payé au même niveau que je l'étais quand j'ai réalisé la première recherche, donc je suis allé un petit peu plus vite dessus, mais je suis assez confiant malgré tout. Alors, on va le lire ensemble. Comme vous êtes du domaine, je suis sûr que vous le connaissez, mais tout de même...
Alors, parce qu'après, ce que je vais dire va faire sens. Ben, je vais vous le lire là, et faire quelques petits commentaires. Donc, 1959.1, le locataire ne peut reprendre un logement ou en inverser un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la reprise ou de l'éviction, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a un revenu égal ou inférieur au revenu maximal lui permettant d'être admissible à un logement à loyer modique selon le règlement sur l'attribution des logements à loyer modique, chapitre S8A.1. Alors, ce qui est important de noter d'abord, c'est que ça s'applique seulement aux reprises et aux évictions. Donc, normalement, les locataires ont un droit de maintien dans les lieux et la reprise et l'éviction est un exemple d'exception à ce droit au maintien dans les lieux. Il y en a d'autres. Comme justement Julien parlait, le non-paiement de loyer ou le trouble de jouissance, soit du propriétaire ou des voisins. D'ailleurs, j'en parle dans mon rapport, les juges administratifs parfois ont souligné ça. Il y avait des locataires qui cherchaient à se prévaloir de 1959.1 contre une expulsion pour non-paiement de loyer ou trouble de jouissance, et les juges ont dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, c'est ça. Ce qui est important de noter aussi, vous allez voir aussi en jurisprudence que ça peut être généré parfois des malentendus, des courants jurisprudentiels distincts. Donc, c'est ce dernier ou son conjoint qui doit rencontrer les 3 critères que je vais appeler l'âge, l'occupation ou la durée d'occupation et le revenu. Ensuite, alinéa 2, il y a 3 exceptions, et ces exceptions-là ne s'appliquent que dans les cas de reprise. Donc, la reprise, c'est quand le propriétaire, locataire veut loger un proche, ascendant, descendant au premier degré, et puis des personnes dont il est le principal soutien. Alors que l'éviction, c'est pour agrandir, changer d'affectation, le logement ou le subdiviser. Et en cas d'éviction, les exceptions de l'alinéa 2 ne s'appliquent simplement pas. Donc, si les 3 critères sont rencontrés par le locataire ou son conjoint, c'est réglé. Par contre, pour la reprise, il y a des exceptions. Donc, si le locataire propriétaire a 70 ans ou plus et veut reprendre le logement pour s'y loger, si le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus, et si le propriétaire est occupant, a 70 ans et souhaite loger 70 ans ou plus et souhaite loger une personne qui a moins de 70 ans. L'idée derrière ça, c'était que cette personne, le propriétaire, pourrait avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, étant une personne âgée. Et finalement, c'est ça, le 3e alinéa, c'est que les seuils de revenus maximaux sont publiés sur le site de la Société d'habitation du Québec, et c'est à ça que se réfèrent les juges quand ils déterminent le plafond de revenus à respecter. Alors, oui, il est écrit sur le titre du rapport que c'est sur l'article 1959.1, mais vous avez peut-être vu que quand la loi a été introduite en 2016, on a aussi modifié l'article 1961 et à l'alinéa 3, justement, pour ajouter ces mots-là. Il a été un peu modifié par la suite après, mais ça change pas grand-chose pour nous, pour les fins de ma recherche. Ces avis doivent reproduire le contenu de l'article 1959.1. Puis les avis, c'est les avis de reprise ou d'éviction. Ça apporte quand même, c'est assez rare, mais ça devrait probablement apporter un peu plus de protection dans certains cas. Je vais vous expliquer pourquoi vers la fin de la présentation. Mais c'est quand même pas terrible. Bon, quelques chiffres. J'ai vu qu'on avait imprimé et distribué aux gens qui le souhaitaient une espèce de compte-rendu du nombre de dossiers qui avaient été générés. Donc, pendant les 6 premières années, 123 dossiers impliquant réellement l'article 1959.1, donc un peu plus de 20 par année, mais à peine.
Et la protection s'est appliquée dans 60 dossiers, donc 10 par année. Ce qu'on voit, ce qui vous a été distribué, c'est ça, ici. C'est la page 19 du rapport, donc 63 cas. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que les juges, enfin à ma connaissance, ils rendent une décision en fonction du droit et leur objectif, c'est pas nécessairement de rendre des données très claires pour les chercheurs, donc c'est... mais ce que j'allais dire, c'est qu'eux, quand ils constatent, par exemple, des fois, ils vont suivre l'article, on voit l'article, comment il est construit, on se dit, si une personne rencontre 3 critères, elle a une protection, et ensuite on applique l'exception. Et eux, ce qu'ils font parfois, c'est qu'ils constatent d'emblée que le propriétaire veut se loger dans le logement il y a 70 ans et plus, alors on ne cherchera même pas à savoir si le locataire aurait effectivement besoin de l'exception. Donc c'est ça. Donc parfois, j'ai pas ces données-là. Même chose dans la partie du haut, là, quand on dit que le locataire ne remplissait pas un ou des critères de 1959.1, donc c'est la linéa 1 en fait. C'est ça, c'est le critère qui a permis au juge de dire 1959.1 ne s'applique pas parce qu'il y a un critère qui n'est pas rencontré. Mais mettons qu'eux constatent qu'un locataire a 65 ans, ben ils vont dire, bon, ben ça marche, l'article ne s'applique pas, je vais pas chercher à lire un avis de cotisation pour savoir combien d'argent il a gagné l'année passée. Donc, j'ai pas nécessairement, bien souvent, en fait, j'ai pas de données. Je vais avoir, mettons, les gens pour qui le critère du revenu était le critère déterminant. Souvent, on a suivi les étapes, alors on sait quel âge ils avaient, puis on sait la durée d'occupation, mais l'inverse, c'est pas vrai. Là. Des fois, ils vont juste constater, bon, il n'y a pas la durée d'occupation, puis on n'en sait pas plus. Donc, c'est ça. Il faut garder ça en tête aussi. Puis, vous pouvez remarquer qu'évidemment, le critère du revenu a été, dans la grande majorité des cas, ce qui a fait que la protection ne s'appliquait pas. Et en ce qui concerne les exceptions, c'était un bénéficiaire de reprise qui était âgé de 70 ans. Donc, bien souvent, là, c'était un couple, par exemple, qui voulait loger le père du locataire et la belle-mère. Donc, voilà, ce genre de choses-là. Décision importante, controverse, etc. Je dirais que moi, j'ai organisé ça, là, si jamais on me coupe la parole, on me dit c'est trop long. J'ai mis les trucs qui étaient les plus importants en premier, puis à un moment donné, on va me dire ça suffit. Donc, la question du cumul des revenus, qui a été probablement la plus grosse controverse en jurisprudence, j'espère. Est-ce que vous voyez un peu ce qui est écrit sur le tableau? C'est pas très clair, hein? Mais donc, essentiellement, c'est ça, quand on cherche Société d'habitation du Québec sur Google avec PRBI, là, plafond de revenus déterminant les besoins impérieux, on trouve rapidement un tableau avec tous les seuils à respecter pour se voir attribuer un logement à loyer modique. Là, c'est par chauvinisme, j'ai juste mis la région de Montréal, mais il y en a pour toutes les... Oui. Moi, j'avais téléphoné à Marek pour savoir si c'était le revenu net brut. On m'avait dit que c'était le revenu brut, ça serait important de savoir. Oui, c'est ça, exactement. Avant, je crois que c'est avant impôt et tout ça. Est-ce que ça marche? Ça marche toujours? Non? Oui? Ça va revenir. Je pense que c'est le filtre, en fait, qui marche plus du tout. Mais... Ouais, ça passe, ça vient. Ah ça oui, passe, ça va. vient. Ben, la C'est question, comme des vagues. c'est ça. La question du cumul des revenus, là, on le voit en ce moment, c'est ça. C'est surtout dans la question du couple, là, quand il y a un couple qui habite en logement. Donc, on se rappelle que l'article dit c'est le locataire ou son conjoint qui peut rencontrer les 3 critères. J'ai oublié d'en parler, mais ça, c'est peut-être intéressant de le savoir. Le locataire doit rencontrer l'âge, la durée d'occupation et le revenu. Ça peut pas être comme le locataire va rencontrer le premier, le troisième, puis son conjoint va rencontrer le deuxième. Ça marche pas comme ça. Donc, si je peux me permettre aussi, dans votre étude de la jurisprudence, il y a eu aussi
plusieurs décisions, justement, de ce type-là, où est-ce que, le conjoint, est-ce qu'il y a une inconsistance à propos des conjoints? Oui, ben ça, encore ouvert à l'interprétation un peu. On va évoquer la chose, surtout aussi dans cette question-là du cumul, parce que comme on peut le voir, le couple, que ce soit un couple ou une personne, le plafond de revenu est le même, là, donc sur le tableau, c'est 38 000 pour Montréal. Donc, on peut prendre un exemple. Individuellement, le locataire pourrait gagner, par exemple, 20 000 $, puis son conjoint pourrait gagner 20 000 $. Si on cumule les revenus du couple, donc le ménage, ben ça fait 40 000 $, puis on considérerait qu'ils ne sont pas admissibles, alors que si on cumule pas 20 000, ben chacun se qualifie. Alors, puis la première fois, en fait, que ce problème-là a été soumis à un juge, en l'occurrence, c'était une juge, la juge Champeval, et si jamais je prononce mal les noms, je m'excuse d'avance. Donc, c'est ça, je sais pas pour casser du sucre sur son dos, là, elle a rendu une décision qui, à mon sens, aurait pu se défendre. Mais voilà, c'est ça, elle a lu le règlement et l'article en considérant qu'il fallait cumuler les revenus du couple. Et parfois, la question s'est aussi posée s'il y avait d'autres types d'occupants. Donc, ça pouvait être une relation de colocataire, colocation des enfants qui habitaient avec leurs parents, ce genre de choses. Parfois, il y a des enfants adultes qui gagnent un peu plus que leurs parents. Donc, c'est ça. Il y a eu cette décision-là qui a été rendue et... pardon, je vais juste voir si je prends un... Oui. Ça sera pas... C'est ça. Et il y a eu, je ne l'ai pas mis sur mon PowerPoint, mais il y a eu un avocat du nom de Pierre Pratt, que je ne connais pas personnellement, mais que je salue, parce que sa décision, il a rédigé un article, en fait, qui a eu une grande influence en jurisprudence, on ne peut pas souhaiter mieux. Alors, ça a été repris par une juge administrative dans la décision Diaz-Lillo contre Hall. Vous avez la référence ici. Et après avoir fait ma mise à jour de lecture entre les dernières décisions de mon rapport et celles qui ont suivi, je constate que ça devient de plus en plus... c'était déjà majoritaire au moment de mon rapport, mais là, c'est devenu encore plus clair. J'ai écrit à la fin à quel point est-ce connu, pour deux raisons. D'abord, après que la décision a été rendue et après que l'article de Maître Pratt a été publié, il y a quand même des juges qui ont continué à rendre des décisions où il y avait cumul du revenu, mais ils ne faisaient pas référence à cette décision-là, Diaz-Lillo contre Hall. C'était juste rendu comme si ça allait de soi de cumuler une décision, de cumuler les revenus. Probablement, dans bien des cas, en fait, les locataires ne sont pas représentés. Il n'y a pas de jurisprudence qui sont soumis au juge. Alors, je présume que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça semble de plus en plus disparaître. En fait, j'ai vu des décisions qui cumulaient, mais par bonheur... en fait, c'est un peu dommage pour les gens qui gagnent cet argent-là, mais cumulés, ils ne franchissaient pas le seuil qui permettait leur expulsion. Benjamin. On dit 5 minutes encore. Ah, ça devrait aller. Yes. Alors, vous avez des décisions comme ça, là, justement, qui est une décision assez navrante, Al Saoub contre la France, où, justement, c'est ce qui est arrivé. Ils ont cumulé les revenus et ils gagnaient 591 $ de trop en couple. Donc, c'est bien dommage, justement, que le juge n'ait pas lu le courant dont je vous parlais à la diapo précédente. Je trouve intéressant aussi de noter que la juge administrative Champeval dans Gamboz contre Dutrisac, Dutrisac semble avoir rejoint le courant du nom. C'est vraiment ce qu'on appelle un obitaire en droit. Là, c'est comme soit dit en passant.
elle a écrit ça, donc, vers la fin, qu'on devait pas considérer les revenus de la fille du locataire qui habitait avec elle. La question de la durée d'occupation, c'est pas aussi compliqué que la question du cumul, mais j'ai quand même remarqué, puis considérant qu'il n'y avait pas beaucoup de dossiers, il y avait 3 dossiers que j'ai lus où le locataire a changé de logement, mais dans le même immeuble. Et comme l'on peut le voir, il y en a que c'est 9 ans dans le même logement, mais plus longtemps dans un autre appartement. Même chose en bas, 8 ans, mais dans l'immeuble, c'était 10 ans. Donc, si le critère, ça avait été dans le même immeuble, il serait évidemment qualifié au sens de l'article 1959.1. Je sais pas, en fait, moi, quand j'ai lu les débats parlementaires, je me rappelle que ça prêtait pas à controverse. Les gens se disaient, une personne âgée, c'est important, elle a sa pharmacie, elle a son médecin, elle a ses amis, ses activités sociales, donc c'est important qu'elle puisse rester dans son logement. Puis je dis, si elle reste dans l'immeuble, ben forcément... donc, ça devrait peut-être être ça, le critère. Peut-être qu'il y aurait une modification à apporter à la loi et ça me semblait pas prêter particulièrement à controverse. D'ailleurs, je note que dans le premier dossier, Martel-Ouellette contre Descente, je suis même pas convaincu que le déplacement d'un logement à l'autre était volontaire, là. La dame disait avoir eu des problèmes, on sait pas c'était quoi. Est-ce que c'était un dégât d'eau ou un refoulement d'égout, là, je sais pas. Mais dans ce cas-là, en tout cas, je trouve ça dommage qu'elle perde sa qualification pour 1959.1 juste à cause de ça. La question de l'âge aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les gens, on accuse souvent les juristes de couper les cheveux en 4, mais là, c'est vraiment très, très net. C'est 69 ans au moment de la reprise, ça marche pas. 70 ans, ça marche. Donc, si on atteint 70 ans juste avant la fin de son bail, c'est bon. Sinon, malheureusement, on peut être expulsé. Donc, il y en a, voilà, ils ont atteint leur 70 ans 18 jours avant la reprise, des choses comme ça. Donc, c'est une chance. Finalement, ce que je voulais dire sur l'alinéa 1961-3, et je pense que ça va être bien pour les 5 minutes, on va être dans les temps. C'est ça, c'est que quand il y a l'omission de reproduire le contenu de l'article 1959.1, on pourrait penser, quand on lit l'article 1961, que ça va invalider l'avis et que la reprise ou l'éviction ne pourra pas avoir lieu. Ce qu'on constate, c'est que c'est souvent pas le cas. C'est plaidé par tout le monde, donc il y a des gens qui ont 20 ans qui vont le plaider, puis souvent le juge va répondre, ben là, vous avez perdu aucun droit par le fait qu'on vous a pas informé 1959.1. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, il y avait des juges qui disaient, comme vous vous êtes présenté à la cour pour contester, vous avez rien perdu comme droit non plus. Puis là, je me dis, quelle utilité ça a un peu cette obligation-là de mettre le contenu de 1959.1 dans l'avis. Mais il y a des dossiers où le juge, en fait, c'est ce que j'appelle dans le rapport des cas purs, là, il va constater que le locataire ne rencontre pas les critères. C'est juste une personne âgée ou même, dans certains cas, peut avoir 69 ans puis ne pas rencontrer les critères de 1959.1. Il va dire, là, parce que la vie ne reproduit pas 1959.1 et que le locataire est une personne âgée qui pourrait potentiellement en bénéficier, votre avis n'est pas valide. Donc, dans ces 4 dossiers-là, dont vous voyez le nom ici, ils sont faciles à retrouver dans le rapport si vous voulez la référence exacte. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est l'avis incomplet qui a suffi à mettre fin au processus d'éviction ou de reprise. Je me rappelle, par exemple, dans Guimond contre Fortier, quand cette décision-là a eu lieu, elle avait 9 ans d'occupation, donc elle n'aurait pas eu l'occupation, mais à cause de la décision du juge qui a invalidé l'avis, l'année d'après, il y a eu une tentative encore, puis là, le juge a dit, là, ça fait 10 ans, alors vous pouvez rester. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire, et je vais être ici toute la journée. S'il y a quelque chose qui n'était pas clair, si vous avez des questions sur le rapport, je suis là.
D'ailleurs, ça, c'est un truc que tous les groupes de base nous disent, hein, et je souligne que le Comité Logement Petite Patrie a créé des outils de sensibilisation qui sont sur leur site, hein, des flyers, des affaires de même à imprimer, pour diffuser, en fait, l'existence de l'article, parce que le gouvernement, quand c'est passé, et les gouvernements subséquents n'ont fait aucune promotion de ce droit-là, OK? Aucune promotion. Donc, encore là, on en revient à la distance entre, disons, les politiques publiques, le droit, etc., et la réalité. Un 5 minutes sur Municipalité Amis des aînés, juste pour clore cette présentation du matin. Là, encore une fois, je ne veux pas casser du sucre là, sur la ville ou sur MADA, parce que c'est quand même... C'est évidemment des programmes très intéressants. C'est juste qu'il faut se demander quelle portée ça peut avoir. Puis, bon, si ça a une portée limitée, ben qu'est-ce qu'il faut faire après? Puis c'est pour se rentrer vers des solutions, là, peut-être plus structurantes, disons, pour régler les problèmes locatifs des aînés au Québec, parce que c'est comme si on était dans un trou noir, en fait, entre la loi sur la maltraitance qui s'applique pas, entre 1959.1 qui a une portée limitée, et entre... MADA, qui a aussi une portée limitée, évidemment. Parce que, bon, on s'entend, vous le savez, les pouvoirs des villes sont pas si intéressants au Québec comparé en Europe, donc c'est sûr que ça n'aide pas du tout. Juste pour vous dire, ça, c'est les projections effectuées dans le portrait régional des aînés de la Direction de la santé publique, qu'on souligne encore l'excellence du travail et merci d'exister. Les quartiers centraux montréalais, là, vous voyez ici, c'est Laissé-Villeray, Petite-Patrie, Plateau, Rosemont. Les projections à 2036, là, on a des taux de personnes vieillissantes qui vont être autour de 12 14 15 le long de la ligne orange. Et un petit peu plus haut vers Rosemont, OK, puis région socio-sanitaire de Montréal, 20 mais le Québec, ça va être 27 Donc, les quartiers centraux montréalais, dans quelques années, seront les endroits au Québec où il y aura peut-être le moins de personnes âgées dans une province qui va être le deuxième État le plus vieillissant au monde. Je ne sais pas si vous voyez la différence majeure qu'il y a. Donc, nécessairement, il y a quelque chose qui se passe. Puis, Hélène l'a fait pour Rosemont aussi. Moi, je l'ai fait un peu pour ces quartiers-là ici. Il se passe deux choses en même temps. Un non-remplacement des personnes vieillissantes. Donc, les quartiers se rajeunissent. C'est ça aussi, la gentrification. C'est un rajeunissement des quartiers. Hein? Ce qu'on voit arriver, c'est des jeunes familles, etc. Les proportions démographiques, ça va dans le sens inverse. Il y a évidemment des gens qui meurent âgés, mais aussi un déplacement de population des personnes âgées qu'on n'arrive pas à quantifier parce que c'est impossible un peu à quantifier dans les statistiques de savoir où est-ce qu'elles vont, en fait. Il faudrait les suivre individuellement. C'est très difficile méthodologiquement, puis Renaud a essayé de se casser la tête là-dessus pendant des années. Vu qu'il n'y a pas de registre national des baux, là, on pourrait le suivre, on pourrait les suivre, on pourrait savoir où est-ce qu'ils vont. Mais c'est pas le cas. Donc, ça, c'est vraiment une donnée majeure à se poser comme question. On se dit, vieillir chez soi, c'est super important, vieillir sur place. Les quartiers centraux montréalais, c'est peut-être les quartiers au Québec qui sont le mieux desservis en services, en transport, en densité, en proximité de services, de transport, etc. Donc, c'est vraiment une ironie du sort que ça va être finalement les endroits au Québec où il va y avoir le moins de personnes âgées. C'est vraiment, vraiment quelque chose de majeur. Pourtant, il y a des plans municipalités amis des aînés qui, bon, vous savez, c'est un programme de l'OMS implanté en 2007, après la conférence de Madrid de 2002, qui disent que les municipalités doivent avoir un rôle plus grand dans la proximité, les santé, services sociaux, etc. Mais bon, ça fait un peu fi aussi des législations. Dans le sens que au Québec, ça marche pas nécessairement comme ça. Vous le savez, la santé, c'est pas mal provincial. Le logement aussi. Donc, évidemment, la question des transports, l'habitat, la participation sociale, le respect, mais bon, tout ça est quand même dépendant de, par exemple, au provincial, on a décidé de couper des millions de dollars en transport. Donc, même si la ville veut augmenter les navettards, etc., ça va faire mal parce que tout ce qui est structurel vient du provincial, pas mal. N'empêche que la ville se dote quand même d'orientation, puis ici on a des représentants de la ville de Montréal et je les salue. Représentants. Ça, c'était en 2018-2020, le plan d'action avant. Où est-ce qu'en logement, on voulait réviser et adapter les programmes d'habitation s'adressant aux personnes aînées.
programme d'adaptation de domicile, le programme Axélogie avait été révisé, mais là, il a été évidemment saccagé, coupé, détruit par la CAQ. Donc, on parlait d'Axélogie, il y avait Axélogie Montréal, la ville avait réussi à créer ça, etc. Ça n'existe plus. Donc, il y a cet enjeu-là majeur. L'autre point, c'était d'améliorer l'offre résidentielle dans le plan là, 12 000 logements sociaux abordables familiaux. On ne sait pas exactement combien ils ont été construits dans ce plan-là. Il y a eu le règlement 20-20-20 qui a donné des résultats mitigés aussi. On mentionne la résidence de 193 unités de l'OMHM qui est au métro Rosemont, qui est évidemment un succès, mais l'affaire, c'est que ça prendrait des bâtiments comme ça à peu près à, je veux dire, 3 ou 4 par quartier là, pour garder les personnes âgées sur place dans les quartiers montréalais. Dans le bilan, on voit pas, dans le bilan 2018-2020, il n'y a pas vraiment question de logement, sauf poursuivre la veille sur la situation de logement chez les personnes aînées. Puis ça a été semi-complété avec une cote 2. Donc, c'est pas nécessairement une priorité, apparemment. Ça, c'est la nouvelle stratégie municipale qui vient de sortir. Et donc, dans la stratégie municipale, on veut contribuer à accroître la disponibilité de logements salubres et abordables pour les personnes aînées. En recensant le nombre de besoins non comblés en habitation par le 211 et en calculant le pourcentage de personnes aînées se disant satisfaites ou très satisfaites de l'état et du prix de leur logement par sondage. Donc, évidemment, la Ville aimerait bien avoir plus de logements salubres et abordables pour les personnes aînées, mais si à Québec, ils veulent rien savoir, bien là, on est dans encore une impasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la question brûlante qu'on va garder pour les tables de discussion d'après la pause. Peut-être qu'on n'arrivera pas à résoudre cette question-là, mais on s'entend tous et toutes pour dire qu'il faut absolument que quelque chose se passe. 37 membres actifs, ça c'est des membres qui participent à toutes nos activités et qui sont des porte-parole du RECLAC aussi dans différentes activités qu'on fait. Qu'est-ce que c'est que la mission du RECLAC? Ben, c'est de faire avancer et de renforcer ce qu'on appelle le droit au logement, mais on peut parler aussi du droit du logement, puis on peut parler aussi de, comment dire, de faire en sorte que les gens puissent avoir recours à leurs droits, parce que c'est une chose d'avoir des droits, c'est une chose aussi d'être capable d'y avoir recours. On peut penser, par exemple, à toutes les embûches qu'on a au tribunal administratif du logement en tant que locataire, lorsque vient le temps de défendre ses droits, alors que la partie propriétaire, si elle décide de faire une expulsion, ben c'est le McDonald's de l'expulsion. Il y a aussi, l'autre question, c'est de se faire la voix des locataires. Le phénomène de l'appauvrissement, de la gentrification, de l'isolement des locataires, enfin, toutes ces questions-là sont assez, je dirais, marginalisées dans la discussion publique. Même si on parle beaucoup de crise du logement, on en parle du point de vue surtout, disons, classe moyenne, là, c'est-à-dire, on va en parler au niveau de l'accès à la propriété et les mesures qui sont mises de l'avant en ce moment, là, on l'a vu dans la mise à jour économique du gouvernement fédéral, c'est des mesures qui favorisent l'accès à la propriété. Or, quand on favorise l'accès à la propriété, bien, on va aussi nourrir la spéculation, puis ça va encore plus mettre à mal la situation des locataires. Donc, un de nos rôles, c'est réellement de faire comprendre que cette vieille conception, je dirais quasiment aristocrate là, du 18e siècle, là, d'équilibre de l'offre et de la demande, puis que tout va s'arranger, ça marche pas. C'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de logements, il va encore avoir beaucoup de problèmes que les locataires vont vivre. Je parle beaucoup, hein. Donc, donc, en tout cas, beaucoup de choses sur la table du RECLAC et mon rôle à moi, c'est un peu de tout ça. Mais j'ai travaillé 10 ans au comité logement de la Petite Patrie, donc je suis assez proche de la réalité des comités logement. Mais de par mes compétences et mon âge, je suis beaucoup dans l'administration au RECLAC. Voilà. Merci Martin. Maintenant, Marc-Josée Dupuis. Oui, ça
fonctionne, hein? Oui, OK. Donc, Marie-Josée Dupuis, je suis organisatrice communautaire dans le réseau de la santé, au CIUS Centre-Sud, les CLSC, ça dit quelque chose à certaines personnes, CLSC des Faubourgs, c'est pour Sainte-Catherine, près de Saint-Laurent. En fait, on est beaucoup d'organisateurs communautaires sur le territoire de Montréal. On est souvent raccordé à la santé publique locale, donc la santé publique régionale. On fait donc partie de la santé publique locale, mais on travaille en développement des communautés. Évidemment, on est guidé beaucoup par la réduction des inégalités dans la population. On regarde beaucoup les déterminants sociaux de la santé, comment ça se traduit sur notre territoire. Donc, le logement, évidemment, est l'un de ces principaux déterminants. On n'entend pas bien? Juste parler plus dans le micro. OK, 4 doigts, mettons, comme ça. Oui. Donc, déterminants sociaux fondamentaux de la santé, le logement, salubrité. On a parlé de l'accès physique au logement, donc accessibilité universelle également, économique. Bien sûr. Donc, on est beaucoup préoccupés. Moi, je suis en soutien, dans le fond, à une table de concertation locale aînée, dont plusieurs des membres sont présents aujourd'hui. Judicaël, la table du Faubourg Saint-Laurent, Yolène, la pastorale sociale Centre-Sud, Hochelaga-Maisonneuve, il y a Gaétan également du comité logement Ville-Marie. J'ai-tu quelqu'un d'autre tantôt? En tout cas, bref, on est représentés en grand nombre dans le Centre-Sud. Je pense qu'il y a Viviane aussi, non? Oui, il y a Viviane d'Action Centre-Ville, centre communautaire pour aînés. Donc, on travaille plus activement notre concertation aînée depuis début 2022 sur la question de l'habitation parce que dans le même mois, on a eu la fermeture d'une RPA, la RPA Sainte-Catherine de 100 places et Mont-Carmel, les avis d'éviction. Donc, on a dit « Wow, qu'est-ce qui se passe sur le territoire? » Donc, on a voulu se mettre en action. Donc, ça s'est traduit par un état de situation. Il y a eu plusieurs actions, mais sensibilisation, aller au conseil d'arrondissement, essayer de sauver les meubles de la résidence qui fermait, être en lien avec le comité de résidents de Mont-Carmel pour voir comment on pouvait les soutenir en continu à travers toutes les étapes. Et aussi de faire un état de situation de l'habitation sur notre territoire, donc d'avoir vraiment des données probantes, des données qui nous donnent vraiment la meilleure situation sur l'habitation. Donc, c'est sûr qu'on a fait des constats assez effrayants. En plus, on travaillait avec les données 2016, donc on vient de remettre à jour avec les données de 2021. Puis, c'est certain, on est en quartier central, on l'a vu un peu plus tôt. Moi aussi, il va falloir que je m'arrête, hein? Je suis en train de commencer les questions. C'est tellement passionnant, on s'enflamme. Mais un des constats assez préoccupants, c'était de voir que on n'est pas un des quartiers les plus populeux en termes d'aînés, mais que là, la proportion d'aînés dans le quartier diminue. Et ça ne comptabilisait pas encore les différents milieux qui venaient de fermer. Donc, on a une diminution nette de la population aînée. Donc, on est préoccupé par cette mixité sociale-là qu'on est en train de perdre. Et c'est beaucoup en lien avec les pertes de logement, en réalité. Puis, peu d'alternatives pour rester dans le quartier pour ces personnes-là qui sont évincées et qui vivent, donc, cette crise-là en ce moment accentuée. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci, Marie-Josée. Oui. Maintenant, Marco Monzon du comité Logement Rive-Sud, qui est un de nos partenaires aussi dans l'étude. Merci, Julien. Oui, c'est ça, c'est Marco Monzon. Je suis directeur du comité Logement Rive-Sud. Je suis accompagné aujourd'hui par ma collègue Caroline Vaulle et mon président Réal Bray. Donc, il faut que je fasse bonne figure. Puis, je vous avouerai que c'est intimidant parce que d'habitude, quand j'interviens, c'est du monde dont le logement, c'est pas leur mission de base. Fait que si je parle avec assez d'assurance, ça passe. Mais là, il y a du monde qui s'y connaissent, fait que bon. En tout cas, bref, je voulais faire cette joke-là. Mais le comité Logement Rive-Sud, c'est un organisme en défense des droits des locataires. On est d'ailleurs membre du RECLAC, là, où puis notre mission, c'est de défendre les droits des locataires. On a un service d'information juridique et aussi faire la promotion du logement social. On est un groupe qu'on appelle souvent pour et par les locataires, donc la présence des membres, des militants. Nous, on appelle nos militants et nos militantes, est très importante. On a 45 ans d'histoire. Puis à travers notre histoire, juste pour faire un peu je vais
prêcher pour ma paroisse, si on veut, mais le comité logement, à travers son histoire, à travers le militantisme des personnes, mais il a créé quand même plusieurs choses intéressantes sur la Rive-Sud de Montréal. On a la mobilisation qui a donné naissance au comité logement a aussi donné naissance à l'époque à l'Office d'habitation de Châteauguay, qui est aujourd'hui l'Office d'habitation du Roussillon, a donné naissance à un groupe qui s'appelle Solide, qui est un organisme à but non lucratif d'habitation, a donné naissance aussi à l'AFROM, qui est la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie, ainsi qu'au groupe de ressources techniques de la Rive-Sud, avec qui c'est tous des groupes avec qui on partage beaucoup de liens, on travaille souvent ensemble, ça nous donne l'occasion d'échanger des expertises, des connaissances et tout ça. Puis ça nous permet d'avoir une certaine vision des choses sur le territoire. Comme groupe, on dessert un territoire qui est très grand. On dessert l'agglomération de Longueuil, la MRC du Roussillon, ainsi que la MRC des Jardins à Pierreville. Donc, c'est quand même un très grand territoire. Mais je pense qu'on fait quand même un bon travail sur ce territoire-là. Puis, à travers le temps, là, on a développé quand même des bons liens, que ce soit avec les locataires, surtout avec les locataires sur le territoire. Je pense que les gens, ils savent maintenant qu'il y a un comité de logement sur les territoires, parce que quand on voit la quantité d'appels qui rentrent, bien, c'est au rendez-vous, mais aussi avec les différents partenaires que je mentionnais tout à l'heure, mais aussi avec les villes. On a l'occasion d'avoir Carl de la ville de Longueuil, avec qui on a souvent l'occasion d'avoir des échanges sur différents enjeux. Et voilà. Yes, excellent, merci. Maintenant, peut-être tour de table. Bon, évidemment, on a déjà entendu les constats dans les tables rondes, mais vous, on veut vous entendre. Qu'est-ce que vous voyez qui n'a pas été mentionné nécessairement, ou est-ce que vous pourriez donner des exemples précis de situations problématiques, des tendances là, que vous voyez par rapport aux locataires âgés, vraiment, là, pas nécessairement en RPA, mais vous pouvez en parler aussi, mais qu'est-ce qui ressort de votre expérience, de vos échos, en fait? Donc, Martin, on commencerait par toi. Oui. Bien, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est correct, oui. Okay. Je vais smooth. Vas-y. OK. C'est vraiment intéressant parce que, donc, le RECLAC, on fonctionne d'une façon assez, je dirais, horizontale avec nos organismes. Ils viennent à notre assemblée générale, on décide de notre plan d'action, puis ensuite, mon rôle à moi, c'est vraiment, tu sais, des fois, je me vois vraiment comme quelqu'un qui met tout ça ensemble, qui met le casse-tête ensemble, puis après ça, le monde ils ont un plan d'action qui se réalise, mais c'est pas moi qui réalise le plan d'action, je le rends possible. Dans notre plan d'action, on a une campagne nationale qui est le contrôle des loyers. Ça, c'est vraiment, là-dessus, on veut faire des gains, c'est très important. Et puis, on vise aussi le tribunal administratif du logement. Puis là, tu sais, on organise des actions là-dessus. Puis là, les groupes nous disent, ouais, mais il y a des dossiers sur lesquels nous, on voudrait qu'on travaille en plus de ceux-là. Fait que, tu sais, ça nous fait beaucoup de travail pour 3 personnes au RECLAC. Mais l'année passée, on avait 8 comités de travail sur toutes sortes de sujets, maisons de chambre, blanchiment d'argent. Et il y en a 2 qu'on a identifiés comme étant prioritaires, c'est les personnes âgées, les personnes aînées et les RPA, et aussi les femmes et logement. Et là, cette année, on a dit à l'Assemblée générale, on a dit, bien, on n'a pas le temps, la permanence, de tout mettre nos énergies, ces 8 comités, mais on voudrait que ces 2-là soient priorisés. Et ça n'a eu aucune difficulté. Là, je veux dire, tous nos membres réalisaient avec nous que c'était des priorités les plus pressantes sur lesquelles on devait travailler. Enfin, je parle un peu comme un fonctionnaire, là, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que le fait que tout le milieu communautaire des comités logement, qui sont des milieux militants, qui sont proches de leurs membres, qui travaillent sur le terrain, identifient la problématique des personnes aînées comme étant prioritaire parmi les autres qu'on identifie, là, les hausses de loyer, puis le tribunal, ça c'est vraiment sur le top, mais qu'on nous dise là-dessus, on veut mettre des ressources supplémentaires, c'est quelque chose. Là, ça démontre à quel point dans les communautés locales, il y a une détresse pour que ça ressorte chez nous, puis qu'on dise, vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous n'avez pas beaucoup de capacité, mais on veut quand même que vous trouviez du temps pour mettre du temps là-dessus. Donc ça a été identifié. Puis là, je vais un peu rentrer dans le détail de ça, mais Marco va sûrement pouvoir parler de ce qui se passe sur le terrain. Mais l'année passée,
on a fait quelques rencontres sur ce sujet-là avec nos membres, avec les différents comités logement, et on a fait une formation sur comment se mobiliser, comment mobiliser le milieu des personnes aînées, comment arriver à mettre ensemble des personnes aînées pour les sortir de leur isolement. Et moi, c'est un grand dada que j'ai depuis tout le temps avec les personnes aînées. J'ai travaillé avec Françoise David sur le projet de loi 1959.1, le Petite Patrie, là où je travaillais avant le RECLAC. Dans le comité logement, on avait une problématique de reprise et d'éviction des personnes aînées. Et je l'ai nommé tantôt, ça a sorti sur notre table, la problématique de ce qu'on appelle la vulnérabilité apprise. Et ça, c'est quelque chose, ça c'est comme de voir du point de vue des locataires, qu'est-ce que ça veut dire que l'isolement? Quand on parle de l'isolement puis de la pauvreté, c'est des catégories qu'on a, puis là après ça, on va avoir des indices de pauvreté puis des indices d'isolement et de vulnérabilité. Mais du point de vue des locataires, des personnes eux-mêmes, dire que tu es vulnérable, ça veut dire que tu es dans une situation de défaite sociale. Ça veut dire que toi, tu penses que ça sert à rien de te battre, parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va être pire qu'avant. Si tu te bats, ton propriétaire va se retourner contre toi. Si tu te bats, tes voisins vont dire, ben là, tu fais du trouble. Puis si tu te bats, tout le monde va te laisser aller, puis la famille va trouver que tu es un maudit chialeux. Puis, en tout cas, puis les personnes qui sont en situation de pauvreté ont cette expérience-là d'avoir essayé, puis que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de performance, puis on valorise la richesse, puis on valorise les statuts sociaux. Mais une personne qui est de la classe moyenne puis qui fait de l'argent, s'il y a une injustice qu'elle subit, elle va arriver assez vite à trouver un réseau pour mettre fin à cette injustice. Une personne qui est dans une situation de pauvreté et en plus une personne qu'on dit qu'elle est plus productive puis qu'elle ne fait plus partie de la société des personnes qui fournissent une force de travail, se sent doublement mis de côté, mis à l'écart. Et quand on dit vulnérabilité, isolement, perte de réseau, du point de vue de la personne, ce qui est vécu, c'est réellement une défaite sociale, puis de dire, moi, je me retire, parce que si je fais quelque chose, ça va être pire qu'avant. On va me retrouver dans une situation encore plus difficile. Donc, comment on fait pour mobiliser ce milieu-là? Hein? Quand on pose le problème de même, puis moi, je pense qu'on le pose vraiment bien quand on le pose comme ça. Comment qu'on fait pour aller mobiliser? Bien, on a fait un atelier de formation avec Gaétan était là, qui participait à la mobilisation, vous savez, du Mont-Carmel, là, la résidence du Mont-Carmel. Il y avait aussi une intervenante de Québec qui travaille beaucoup avec les locataires dans le milieu privé, dans le milieu là, vraiment des logements privés. Puis bon, moi, j'ai travaillé pour mobiliser les locataires de nos BNL. Puis ce qui est ressorti, là, vraiment, là, c'est d'être à l'écoute du monde qui subissent les difficultés, d'être à l'écoute de cette population-là vieillissante, pour la nommer comme ça, d'être à l'écoute, puis d'aller à leur rythme, à eux autres. Parce que le rythme, ça va être leur rythme à eux. Mais une fois que c'est parti, là, puis Gaétan va pouvoir vous le dire, une fois que la machine est partie, il n'y a pas grand-chose pour l'arrêter. Donc, réellement, là, c'est ça que je dirais là, qui est un des enjeux, c'est pas le seul, évidemment, mais cet enjeu-là de comprendre du point de vue des locataires, qu'est-ce que ça veut dire que vulnérabilité, isolement, et de se demander, là, de se creuser la tête, oui, mais comment je vais pouvoir entrer en interaction avec ces personnes-là, puis de les accompagner dans un processus de mobilisation qui va leur coûter pas mal à ces personnes-là si elles entrent dans cette mobilisation-là. Bien, pour moi, c'est des questions qui sont vraiment importantes puis sur lesquelles on travaille. Bien, merci Martin, c'est vraiment en effet très important parce que si les personnes ne se représentent pas elles-mêmes, on ne peut pas nécessairement les entendre non plus. Mais toi, Marie-Josée, c'est quelque chose que tu fais pas mal comme organisatrice communautaire. Martin et moi, on était à la même table tantôt, fait que là, j'ai l'impression que je vais me répéter, mais c'est pas grave parce que les autres n'étaient pas là, fait que c'est tant mieux. Bien, oui, c'est ça, je dirais... On arrive à peu près au même constat avec notre table locale aînée. On a eu une discussion en septembre, justement, qu'on avait, dans un sens, c'est une richesse d'avoir plusieurs immeubles, par exemple HLM ou OBNL d'habitation dans le secteur où on travaille. On parle d'une vingtaine. Mais dans le fond,
très peu d'organismes avaient de lien avec ces immeubles-là. Donc, le constat, c'est comment on peut faire mieux, comment on peut, nous, faire du hors les murs, déployer notre offre de services, par exemple, de santé, puisque je l'inclus là-dedans, le CIUS, pendant la pandémie, on a déployé des cliniques de proximité dans chaque immeuble, guidés surtout par le fait qu'on disait aux aînés de rester à la maison puis de pas se déplacer. Donc, c'était quoi la réponse? C'était d'aller vers eux. Il y a des salles communautaires souvent dans ces immeubles-là, avec un taux d'occupation, disons, variable, parce qu'il manque cette mobilisation-là, des fois à l'interne, pour plusieurs raisons. Donc, ça varie évidemment d'un territoire à l'autre, mais dans notre cas, en tout cas, il y a une volonté de se rapprocher des milieux de vie aînés, d'offrir quelque chose, d'aller à la rencontre des aînés, puis de tisser ce lien-là pour justement, tu sais, soit qu'ils brisent leur isolement, qu'ils viennent participer à des activités qu'on propose, mais aussi, tu sais, qu'ils puissent retrouver ce droit-là ou cette place-là dans la société, parce que il y a eu beaucoup d'agistes qui ont été véhiculés aussi avec la pandémie. Donc, ça s'est cristallisé. Dans le fond, l'isolement qui était déjà présent, c'est quand même accentué avec la pandémie. Donc, c'est comme un effort collectif aussi d'aller vers ces populations-là pour, justement, les écouter, qu'ils participent, puis où c'est que ça peut nous mener? Bien, je pense qu'il y a des belles choses qui peuvent en éclore, évidemment. Donc, on parle souvent de soutien communautaire en logement social. Il y en a très peu dans notre territoire. On a réussi à avoir, par exemple, une intervenante qui va dans 4 des 9 HLM. Donc, on en a 5 autres qu'on pourrait plus investir pour que, justement, il y ait des porte-à-porte, des activités qui soient proposées, des noyaux d'associations de résidents qui soient accompagnés également. Donc, on a un certain travail de rattrapage à faire, dans le sens où on a fait le constat aussi qu'il y avait beaucoup de milieux délaissés. Donc, on a un bon plan, d'action pour les années, mais comme table, on a fait ce constat-là, donc on veut faire mieux. Puis, au niveau de d'autres constats principaux, là, c'est certain que je vous ai parlé des HLM aînés. Il y a aussi des HLM de personnes seules. Donc, les HLM aînés sont accessibles. Il y a un ascenseur souvent, donc accessible universellement. Mais on a beaucoup d'immeubles de personnes seules et les gens vieillissent sur place, mais en fait, c'est pas des lieux qui sont adaptés pour le vieillissement. Donc, ils vont être isolés à cause que physiquement, ce n'est plus accessible. Donc, je pense qu'il y a eu un architecte ici, on parlait de ça un peu plus tôt, mais l'accessibilité du parc existant est vraiment un énorme défi sur lequel on doit travailler. En ce moment, il y a une campagne qui est menée par Execo puis Société Logique. Il y a une pétition qui circule. En tout cas, allez chercher ça, c'est vraiment pour réclamer justement l'accessibilité. Évidemment, dans toutes les nouvelles bâtisses, il y a des exigences dans le code du bâtiment, mais qu'est-ce qu'on fait avec le parc existant dans l'optique où on a un vieillissement de la population aussi qui s'accélère. Donc, c'est ça. Mais enfin, nous, il faut qu'on travaille aussi sur les alternatives. Donc, j'ai très hâte d'écouter les balados de Julien, parce que j'en connais quelques-uns, mais tu sais, de les voir se réaliser, c'est un autre défi, parce qu'en ce moment, les leviers, il faut être très créatif. Mais on a vraiment besoin de travailler aussi les alternatives. Juste pour l'illustrer, là, je vous ai parlé des fermetures qui a eu lieu sur le territoire, mais on a aussi eu un incendie, malheureusement, là, à Bon-Pasteur. Donc, il y avait un OBNL pour aînés aussi qui a été touché. Et ces personnes-là, on les a suivies par la suite. Et il y en a parmi eux, c'est ça, se sont retrouvés en colocation. Des fois, 2 locataires entre eux qui ont fait, finalement, on va se mettre ensemble parce qu'on n'arrive pas, parce qu'ils voulaient rester dans le quartier, mais ils étaient évidemment scandalisés des loyers.
Donc, il y a des stratégies comme ça que les gens vont mettre en place, puis j'imagine que, tu sais, justement, ça peut dépendre, tu sais, il peut avoir des effets positifs à être en colocation, mais, tu sais, quand t'as habité seul, puis là, que tu te retrouves en colocation, je ne sais pas à quel point c'était l'idéal, donc de ne pas avoir la possibilité de choisir aussi, c'est quand même un constat aussi d'un certain échec. Là. On aimerait tous choisir où est-ce qu'on veut, mais là, par dépit, on est obligé d'avoir d'autres stratégies. Puis c'est ça, peut-être, de dire que... c'est ça, en fait, on a regardé aussi un petit peu, puis là, c'est pas les locataires, c'est les propriétaires aînés, mais on est quand même aussi inquiet pour les propriétaires aînés de notre territoire qui vivent quand même avec un assez faible revenu. Là, tantôt, on parlait de 26 000. Nous, ce qu'on voyait, c'est que 40 % à peu près des propriétaires qui vivent là avec en bas de 40 000, donc puis là-dedans comme un 11 % sous le seuil de faible revenu. Puis on se dit, bien, ces gens-là, s'ils vendent, ne pourront pas accéder, dans le fond, aux logements non plus abordables ou les HLM ou les OBNL. C'est sûr qu'ils vont avoir comme un pécule à investir, mais s'ils se ramassent dans une résidence privée à 2 500 par mois, tu sais, ça peut vite s'écouler ou, on ne connaît pas les vies de tout le monde, mais en tout cas, on avait quand même un souci aussi pour ces propriétaires-là vieillissants qui vivent quand même pas avec des gros revenus. Donc, ça toucherait, ce sera. Puis, lutter contre l'isolement, je pense que Martin, il l'a bien mis aussi là, à la table. Là, c'est vraiment un enjeu à regarder collectivement. Voilà. Yes. Bien, merci beaucoup. Marco, à ton tour. Oui, mais j'aimerais ça peut-être partager quelques apprentissages qu'on a fait à travers le temps, quand on a essayé d'accompagner des personnes âgées ou des groupes de personnes âgées dans des logements. On a plusieurs, malheureusement, échecs, je mettrai entre parenthèses, parce que, je vais vous donner un exemple, une dame que, quand j'ai donné le service au locataire, je l'accompagnais, et elle, cette dame, non, excusez-moi, c'était une gang qui était à Chambly, qui voulait se mobiliser parce qu'ils avaient perdu accès à une salle communautaire. Puis ils voulaient réclamer un dédommagement pour la perte puis la réparation, qui est tout à fait normal, là, tu sais, qu'on fait avec les locataires, qu'on les accompagne, ce genre de choses sont normales. Et l'attitude de la résidence à l'époque, ça avait été d'envoyer des lettres aux locataires qui étaient les leaders pour leur dire, si tu continues, ben je te mets dehors. Tu sais. Puis ça c'est stressant pour n'importe qui. Tu sais. Mais quand tu habites avec les personnes qui donnent le service, quand tu habites puis tu es constamment en contact avec la personne avec qui tu as le conflit, c'est encore plus difficile. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'on accompagne des ménages qui, à cause de ces tactiques-là, moi, je me rappelle d'un monsieur, entre autres, qui m'a dit « Je préfère arrêter les démarches maintenant parce que je ne veux pas passer les dernières années de ma vie à me battre. » Tu sais, c'était ça, la logique. Puis, moi, je ne peux pas insister pour qu'il continue la bataille, tu sais, pour ça. Mais ça c'est le genre de choses qu'on rencontrait. Puis, j'avais une conversation cette semaine avec une collègue qui, elle, son travail, c'est de mobiliser, de créer des associations de locataires puis collectiviser la démarche des ménages locataires. Puis là, on se posait la question. Si on accompagne des ménages locataires dans un RPA, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place pour s'assurer qu'ils se sentent en sécurité pour aller au bout de la démarche? Puis ça, c'est plusieurs choses. Hein. Tantôt, juste nous, le comité logement, par exemple, parce qu'on va avoir 1 ou 2 aussi qui vont aller sur le terrain, mais c'est pas assez parce que une fois qu'on n'est plus là, les employés du RPA sont encore là, eux autres. T'sais, le lendemain, ils sont encore là, puis le surlendemain. Je dirais que c'est la même dynamique en logement privé. T'sais. En logement, tu as tout à fait raison, c'est ça, en logement privé. Ordinaire. C'est ça, oui. Exactement, c'est ça. Pas nécessairement que ce soit en RPA, mais c'est cette dynamique où on dirait que c'est facile pour le propriétaire, le gestionnaire, de se mettre en mode intimidation parce que la perception que la personne en avant ne se défendra pas. Tu sais, un autre exemple que je vous donnerai, je me rappelle, il y avait une dame qui, elle, le RPA avait augmenté le loyer du jour au lendemain, prétextant que la personne avait eu un rabais, mais qu'elle n'aurait pas le droit à ce rabais-là. Donc, du jour au lendemain, il y a eu une augmentation. Et la personne s'est rendue compte parce qu'elle ne pouvait plus acheter ses médicaments parce que son loyer était très serré.
Et j'ai essayé d'accompagner cette dame-là à distance et le gestionnaire revenait tout le temps. Puis, vu qu'on reçoit un grand nombre d'appels, c'était rare qu'on aille sur place. Donc, un matin, je me suis dit, je vais aller sur place, je vais aller rencontrer les gestionnaires pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Je me suis assis là et en parlant avec le gestionnaire, puis je soulevais les contradictions ou le non-respect de la loi ou des droits de la dame, j'entendais la voix de la gestionnaire trembler. Parce qu'elle se rendait bien compte que ce qu'elle faisait n'était pas correct. Et ils le savaient très bien. Ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas correct. Et quand je suis parti de là, j'avais comme un genre de mix d'émotions parce que j'étais content, parce que j'avais planté le méchant gestionnaire de RPA. Mais en même temps, je réalisais que moi, j'étais là une fois. Là. Combien de personnes se font avoir, se font intimider parce qu'il n'y a personne pour les accompagner? Tu sais, même la famille, des fois, ils ne sont pas nécessairement là. On en parlait tantôt, là, pour plusieurs raisons. Là, tu sais, des fois, en tout cas, les raisons appartiennent à chacun. Donc, malheureusement, à travers le temps, depuis que... Moi, ça fait à peu près 12 ans que je suis au Comité Logement Rive-Sud, puis des locataires aînés, j'en ai accompagné plus d'un, puis des groupes de locataires aussi. Et quelque chose qui revient souvent, puis tantôt, je l'ai mentionné, c'est l'impunité avec laquelle certains propriétaires vont agir. Puis... ou qui vont se montrer intimidants, pas juste dans les mots, mais aussi physiquement. Tu sais, le bonhomme qui débarque, qui est énorme, puis que la dame, à un certain âge, est toute petite, puis se permet d'avoir une attitude. Puis, je vous avouerai, comme intervenant, moi, des fois, j'ai envie de dire, je vais y aller, moi. Tu sais, parle-moi comme ça. Tu peux pas faire ça, là, parce que, encore une fois, je suis pas là le lendemain. Tu sais, je peux pas... Puis bon, ça se fait pas non plus, là, certains diront. Mais bon. Mais en fait, c'est ça, c'est dire, il y a beaucoup de constats comme ça, c'est des apprentissages, c'est un peu des constats d'échec, là, mais c'est des apprentissages, là, tu sais, puis là, on se pose la question, comment on fait pour intervenir? Comment on fait pour créer le lien de confiance, pour que la personne puisse aller au bout de sa démarche? Puis comment on fait pour mettre un filet autour de cette personne-là, ou ce groupe de personnes-là, pour s'assurer que la démarche aille jusqu'au bout? Pour s'assurer que minimalement, puis là, ce qu'on parle, c'est faire minimalement respecter ce que la loi dit, là. Tu sais, il n'y a pas c'est pas des caprices, c'est pas des surplus qu'on va chercher, c'est juste respecter le minimum que la loi dit, puis, tu sais, la loi n'est pas nécessairement à l'avantage des locataires, là, tu sais, donc, juste ça, là, ça peut être une source de frustration, mais c'est des apprentissages. Puis, tu sais, je sais que le RECLAC travaille là-dessus. J'ai une collègue qui est allée, je sais pas, en tout cas, qui s'est impliquée. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est pas facile. Tantôt, on parlait le manque de ressources. Tu sais, les organismes communautaires, on a une limite des ressources qu'on a pour le faire. Des fois, on essaie de travailler avec des partenaires. Souvent, ça fonctionne, mais reste que moi, j'ai l'impression que pour accompagner, puis ça touche toutes les populations un peu plus vulnérables ou dans des situations de vulnérabilité, il faut que tu mettes les choses en place pour qu'au minimum, on respecte leurs droits, là, puis c'est pas des cas. C'est ça, peut-être que je relancerai Martin là-dessus, parce que je me souviens que tu avais eu des expériences au comité avec la police, notamment socio-communautaire. Moi, j'ai déjà interviewé la police aussi, comme je l'ai dit l'autre fois, par rapport à la maltraitance. Ils disent que tant que c'est pas physique, c'est pas vraiment dans leur cours. Ils renvoient ça au TAL. Le TAL dit qu'il n'y a pas juridiction là-dessus. Bref, c'est comme un... Qu'est-ce que la police devrait peut-être jouer un rôle, mais parce qu'à Longueuil, je dirais pas où, mais dans des tours d'habitation, de documenter ça, là, exactement. Intimidation répétée des concierges, etc. Mais physique, là, ouvrir la porte, claquer la porte, changer la serrure, crier, plaquer sur le mur, des choses de même. Je sais pas, Martin, qu'est-ce que tu as à dire sur le rôle de la police? C'est un gros dossier, la police. Ce qui arrive, c'est que la police, il y a deux polices. Il y a la police à qui tu parles, puis qui reconnaît le problème que tu nommes. Puis il y a la police, après, qui est à son corps de travail, puis qui est dans un niveau hiérarchique, puis il faut qu'elle réponde à un ensemble de chefs au-dessus d'elle, puis que ça se passe de même. Fait que ça, c'est une problématique. Et en plus, ce que tu nommes est tout à fait vrai, Julien, c'est-à-dire qu'on a un système de droit qui est basé sur la chose suivante. C'est suite à la plainte d'une personne, puis au constat qu'on va faire de la situation injuste, que là, tout un système va être mis en branle. Puis dans les situations de maltraitance aiguë dans lesquelles moi j'ai travaillé, je me disais, c'est quoi? C'est le jour où la personne va être en danger de mort, qu'on va intervenir ou quoi? Donc, tu
Puis on le sait bien, Julien, que une personne qui se fait évincer, c'est une personne qui vient de perdre 10 années de sa vie, sinon plus. Ouais, les taux de morbidité de décès prématuré, c'est 4 fois plus élevé chez les aînés qui sont évincés. C'est des études américaines. Fait que même là, il y a une urgence au niveau de la personne est en danger de mort, mais on ne va pas intervenir parce qu'on n'a pas, au niveau de la législation, la législation, elle est faite pour que le marché avance, puis qu'il soit capable de faire des contrats, puis de s'accaparer des ressources, puis d'en extraire le maximum de profit. Elle va protéger les gens dans la mesure où le marché va être capable d'avancer tout en n'ayant pas une opposition de personnes qui veulent se protéger. Bon, en tout cas, là, je commence à devenir philosophique, là, mais là où je voulais intervenir un petit peu, c'est en lien avec le problème de mobilisation que je disais tantôt, des personnes qui sont en situation de défaite. Bien, c'est quoi l'outil qu'on a dans le communautaire? C'est l'éducation populaire. L'éducation populaire, là, ça a l'air d'un bel idéal des années 70 qui n'existe plus, mais ça, c'est pas vrai. Il continue d'être vrai. Qu'est-ce que l'éducation populaire a dit? Elle dit que ta lutte particulière, là, c'est une lutte commune. Ta lutte à toi, c'est pas de ta faute, c'est pas parce que tu as pris des mauvaises décisions, c'est pas parce que tu n'as pas réussi à avoir une job payante, c'est pas parce que... Non, tu es dans un système. Et dans ce système-là, toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation comme la tienne vont être en situation de défaite. Mais ce n'est pas de ta faute à toi. Ça, c'est ça que l'éducation populaire veut faire, veut conscientiser, puis c'est là-dessus qu'elle travaille. Puis les personnes qui sont aînées, bien, qu'est-ce qu'elles vivent? Elles vivent des inégalités de rapport de force, des inégalités de revenus aussi, hein? Tu sais, je veux dire, les inégalités de revenus sont très fortes chez les personnes aînées. Tu as des personnes qui ont un petit revenu fixe le restant de leur jour, puis on le sait, avec l'inflation, ne va que baisser. Puis tu as des personnes dont le revenu, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens là, dans les journaux, là. Tu sais, on veut qu'on ait $1 million à la banque quand on prend notre retraite. Je veux dire, c'est hors d'accès de la plupart des gens. Mais on nous pousse vers ça. On dit, bien, c'est ça. Si tu veux vivre une belle vie après 65 ans, il faut que tu aies $1 million. Bon, en tout cas, les inégalités de revenus sont très fortes. La privatisation des services de santé, la privatisation de l'habitat, c'est-à-dire ton habitat devient aux mains de grands financiers qui retirent le maximum d'argent que tu as dans la poche. C'est des réalités que tout le monde va vivre, et pas seulement les personnes aînées. C'est des réalités que d'autres personnes vont vivre dans d'autres domaines de la société, que les droits soient difficiles à mettre en œuvre, qu'il y a des brèches dont profitent les personnes en situation de domination, qu'il y a une détérioration des services publics. C'est toutes des choses qu'on peut vivre dans différents segments. Donc, c'est là que nous amène l'éducation populaire, c'est de mettre des luttes ensemble, puis de dire, bien, les personnes aînées, vous n'êtes pas seules, il y en a d'autres qui vivent des mêmes situations. Par contre, on va vous écouter, puis on va voir c'est quoi dans votre lutte particulière, sur quoi il faut qu'on travaille. Puis ça, c'est un peu mon dada, là, c'est qui va... Tu sais, c'est bien beau de dire ça, mais comment on fait pour mettre en commun nos luttes? Bien, tu sais, je pense que le communautaire, là, si on ne passe pas de la moitié de notre temps en concertation, je ne sais pas ce qu'on fait, là. On est tout le temps dans des rencontres de concertation, mais je pense qu'il y a des ponts qui peuvent se créer entre un milieu qui est plus institutionnel, entre un milieu qui est plus universitaire, entre différents milieux. Moi, je nomme Julien Simard, qui pourrait être coordonnateur des différents milieux pour les personnes vieillissantes. Il faut juste Trouvez-moi de l'argent. Faut juste y trouver un financement. Mais en tout cas, tu sais, non, mais c'est ça, voilà. Puis là, tu sais, c'est clair que, pour revenir aux policiers, là, c'est là-dessus que j'avais un petit peu en tête. Les policiers, là, nous, dans le quartier, les sociocoms, ils avaient des flyers du comité logement, ils avaient des flyers du comité d'action pour la qualité de vie des aînés. Puis, tu sais, sortez de votre isolement s'il y a de quoi appeler à ce numéro-là, des signets, tu sais, par rapport à la reprise de logement, qu'est-ce qui peut... Puis, tu sais, les policiers, il n'y avait aucun problème à faire cette partie-là d'informer. Mais pour ce qui est de la maltraitance, s'il y en a, ben là, les policiers, ils vont être plus neutres selon leur approche, là, mais ça ne favorise pas la capacité des locataires à se défendre. Mm-hmm. Mais donc, tout ça pour dire que différents niveaux d'organismes peuvent avoir différents niveaux, différents rôles dans cette idée-là de mettre les gens ensemble.
Excellent, merci. Il nous reste juste 10 minutes, malheureusement, fait que je vais prendre une dernière intervention de Marco et Marie-Josée, mais Marie-Josée en premier, si tu peux rebondir là-dessus. Bien, on avait justement une conversation là-dessus à notre dernière rencontre. C'était l'agent de Sociocom qui nous parlait d'un cas de maltraitance qu'elle vivait. Puis, tu sais, c'est ça, il y a un besoin de créer aussi les moments pour se connaître et se reconnaître entre intervenants, puis d'être complémentaires, effectivement, parce qu'il n'y a rien de pire que de penser qu'il faut résoudre tout seul le problème. Dans ce cas-là, ben en fait, c'est ça, elle a ramené ça, puis là, ça nous met en action, tu sais, par la suite. Tu sais, on se dit, OK, bon, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, tu sais, c'est tout le lien aussi avec les milieux de vie collectifs que je vous ai parlé tantôt. Puis on réinvente pas la roue non plus. Il y a des ressources, tu sais, on peut aller former. Il y a tellement de matériel de formation qui a eu lieu par le passé, mais c'est juste, il faut aussi le refaire. Tu sais, il y a comme des fois, on a l'impression qu'on refait la même affaire, qu'on dit la même affaire, mais il faut le refaire quand même. Puis c'est ça, il y a aussi beaucoup de mobilité de personnel. Fait que ces liens-là, c'est notre réseau, il est à renforcer. Aussi, à cause qu'avec la pandémie, ça nous a aussi éloignés. Des fois, ça nous a resserrés sur certaines actions, mais de se reconnaître dans nos rôles, puis comment on peut être complémentaire, c'est des conversations à réavoir constamment dans les territoires, les quartiers d'appartenance où on agit avec plusieurs acteurs autour de la même population. Je sais pas, je pense que j'avais une autre idée, mais elle est partie. On s'entend que visibiliser le problème, c'est déjà une bonne affaire. Mettre les gens ensemble, puis tout ça. Je viens de m'en rappeler, c'est que, tu sais, des fois, c'est aussi un peu là-dedans, dans ce contexte-là, qu'on œuvre. Tu sais, on travaille avec des organismes dont le financement, parfois, est limité, puis là, tu sais, il y avait aussi les SAVA, là, les soutiens aux aînés victimes d'abus, qui avaient arrêté. Mais là, ça repart, tu sais, avec le Carrefour Mont-Rose qui repart. Là, j'ai peut-être pas le bon acronyme SAVA, là, c'est oui, ça. Donc, tu sais, ça, c'était une ressource qui existait, qui a arrêté, puis là, ben ça repart. Mais tu sais, c'est ça, fait que c'est ça aussi, tu sais, le contexte dans lequel il y a un financement qui s'arrête, une ressource qui tombe, bien là, ça rebouleverse l'écosystème. Puis, fait que c'est pour ça, quand je parle qu'il faut toujours comme se reconnaître comme acteur dans nos rôles respectifs, de refaire ces rencontres-là, bien, c'est ça, c'est aussi pour pouvoir mieux travailler ensemble, puis pas porter un enjeu aussi lourd que de la maltraitance, puis de voir comment on peut être complémentaire, parce que les bons cas de figure de maltraitance, si on peut nommer ça ici, c'est ça, je trouve que c'est souvent arrivé quand il y avait aussi du personnel sur place dans un milieu qui était aussi capable de travailler de pair avec le concierge ou une directrice d'une RPA ou d'un OBNL qui est présent puis qui travaille de pair avec l'agence Sociocom, avec les ressources. Donc, mais pas que ça tend à disparaître, mais c'est ça, tu sais, cette présence-là puis cette responsabilité qu'on a tous, ça doit être aussi redit aux gens. En fait, tout le monde a sa part de responsabilité à dénoncer aussi une situation intenable. Mais c'est pour ça, je pense que c'est de l'éducation populaire, c'est toutes des bonnes pistes, là, la concertation. Puis, merci. Ouais. Thomas. Oui, si tu permets, je voudrais rebondir là-dessus, l'importance de l'éducation populaire en continu, puis les partenariats. Tu sais, je pense le nombre de fois que, par exemple, qu'on essayait de faire intervenir le service de police, ce qu'on nous disait, c'est pas du criminel, c'est du civil, ça, donc on s'en mêle pas. Ou parfois, ils vont dire aux locataires, ben si ça marche pas, tu as juste à déménager. Tu sais, ça, c'est le genre de choses qu'on entendait. Heureusement, tu sais, quand il y a une sensibilité, par exemple, à Longueuil, il y a l'équipe réseau. Là, je me souviens plus de l'acronyme, qu'est-ce qu'il veut dire, mais ça ouvre la porte à intervenir. Puis des fois, c'est juste ça que ça prend. T'sais. Par exemple, l'exemple d'un propriétaire qui est agressif, des fois, ça y prend un rappel, là, puis qui doit être plus que juste « s'il te plaît, arrête ». Ça va être un rappel sérieux. Là. Ce que tu fais, c'est pas correct. Puis quand quelqu'un arrive avec
L'habit, ben, ça peut être intéressant, mais tu sais, je veux dire, à Longueuil, il y a ça, mais dans le reste des villes, des municipalités de notre territoire, il n'y a pas nécessairement ça. Donc, le message va être encore le même. Déménage, t'es pas content, c'est du civil et pas du criminel, donc j'interviens pas. Puis quand ça pourrait tellement aider, juste si vous venez pour intervenir, puis rappeler certaines petites questions de décence. Exactement. Donc, oui, on peut prendre... Caroline, qui est du comité de logement aussi. Je vais venir prendre le micro. Il nous reste 5 minutes. Après ça, la salle disparaît. On tombe dans un trou noir. Bien, je pense qu'il y a aussi beaucoup une banalisation, là, puis notamment par la police, des problèmes vécus par les locataires aînés. Là, quand on parle de harcèlement, parce que c'est quasiment systématique, là, nous, les locataires avec qui on est en contact, qui vivent des représailles ou du harcèlement de la part de leurs propriétaires en essayant de défendre leurs droits, là, c'est vraiment quasi systématique. Puis, tu sais, à un moment donné, on avait vraiment essayé fort de faire travailler la police sur un dossier de harcèlement où est-ce que carrément, quand on parlait à des locataires aînés, particulièrement, surtout des femmes, en fait, elles tremblaient, elles pleuraient en parlant de la situation, elles avaient peur de croiser les gestionnaires. Puis, quand on en parlait, j'avais parlé à un moment donné à une policière qui me disait que c'était des enfantillages, elle a dit ça dans ces mots-là, que comme si, parce que c'est des personnes aînées, elles avaient juste ça à faire de potiner sur le propriétaire, ou que c'était toujours banalisé, là, c'était vraiment des mots qui étaient très infantilisants pour ces personnes-là, comme si parce que, effectivement, elles ne faisaient pas partie de la population active de la société, elles avaient du temps à perdre à faire des ragots ou des faux problèmes de voisinage, alors que, clairement, ces personnes-là avaient peur, avaient reçu des menaces sous toutes sortes de formes. Donc ça a été très décevant. En tout cas, cette manière-là de parler des locataires comme si ce n'était que banal, là, ce que les personnes vivaient, alors que ça a des impacts très importants, comme on l'a vu sur la santé, carrément sur leur espérance de vie, sur le stress que ces personnes-là vivent, sur le fait qu'elles ne dorment pas la nuit tellement ça les stresse, là, ces démarches-là. Oui, si je peux me permettre. Excellent point. Là-dessus, Julien, c'est un très bon exemple. Je trouve qu'il est super bon, cet exemple-là, parce que qu'est-ce qu'on vit en ce moment au Québec? On vit le premier recul des droits des locataires depuis 45 ans. Ça joue rough en ce moment. Le reclac, on se fait accuser de violence, c'est n'importe quoi, là. On est dans un système où on marginalise comme jamais auparavant les personnes pauvres. Ça joue très dur en ce moment, mais je pense que tout le monde le sent, ça. Okay? Puis ce qui se passe en ce moment, les mouvements sociaux qui commencent à se lever, c'est pas pour rien. Parce que le monde n'en peut plus de ce niaisage-là, parce que c'est plus que du niaisage, de cet inacceptable recul des droits de non seulement des locataires, mais de beaucoup de gens. Et le harcèlement, c'est un très bon exemple d'une lutte qui peut être commune. Parce que le harcèlement envers les femmes, où c'est non, puis là, on a des liens qu'on peut faire. Et c'est lorsque les gens se rassemblent sur leur exaspération, leur indignation d'une situation inacceptable, puis qui disent, là, on va se mettre ensemble, puis on va faire en sorte qu'on va changer la situation inacceptable en ce moment. Ça, on pourra nommer 1000 problèmes du harcèlement. C'est des personnes isolées, en tout cas. Mais en même temps, je crois qu'on a un peu les morceaux de la solution devant nous en ce moment-là. Parce que ça n'a aucun sens ce qui se passe. Là, puis aux élections en 2026, il faut se rendre prêt pour ça, puis faire un bilan de ce qui est en train de se faire maintenant.